Tout d'abord, merci Anna, merci à tous les membres de l'organisation, de l'association de m'inviter, de pouvoir organiser cette conférence. Merci à vous toutes et tous d'être présents, surtout dans une période où je sais pour un certain nombre d'entre vous, vous avez des examens, c'est le début de l'été, etc. Donc c'est un effort particulier et je vous remercie. Et j'espère de ne pas faire plus longtemps qu'une demi-heure pour permettre la place à la discussion. Dans une perspective aussi de lier la question écosocialiste avec la question palestinienne. Souvent, elle n'est pas abordée de cette manière, elle n'est pas abordée dans ses multiples, j'ai envie de dire, aspects de libération. La question palestinienne, je pense, doit être intrinsèquement liée à la question écosocialiste dans une perspective plus globale et j'essaierai d'expliquer cela à travers mon intervention qui va se partager sur différents aspects. Tout d'abord, revenir sur quelques aspects. Qu'est-ce que l'écosocialisme ? Parce que bien sûr, c'est important aussi de définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend par écosocialisme ? Surtout, c'est un terme qui a de plus en plus été utilisé, très souvent dans un bon sens, parfois dans un sens moins positif. Je pense aussi que c'est important de remontrer à travers aussi, et c'était aussi une des idées de base, comment l'impact environnemental ou le changement climatique est très fortement également résulte des guerres et du rôle des armées dans le monde. Et là, on peut, bien sûr, il y a un rôle particulier des États-Unis comme la première puissance impérialiste mondiale, la plus grande armée, j'y reviendrai dessus, mais également dans d'autres scénarios. Parce que le but, et je pense que c'est l'idée de la plupart des personnes présentes ici, c'est que la question de la justice sociale, la question de la justice, la question de la libération n'est pas propre simplement à une population. On se mobilise dans une grande majorité ici pour la question palestinienne, mais elle s'inscrit aussi dans j'ai envie de dire, dans une envie de libération pour tous les peuples opprimés et toutes les populations opprimées ou toutes les personnes opprimées. Dans ce cadre-là, c'est aussi intéressant de voir les dégâts environnementaux faits par les guerres, comme par exemple la guerre impérialiste russe contre l'Ukraine. Qu'est-ce que ça a causé ? Et finalement, on arrivera sur la question, quelles sont déjà les répercussions de la guerre génocidaire à Gaza ? Et ce terme, je l'utilise à bien escient parce que c'est un terme qui a été utilisé par la Cour internationale de justice et par un certain nombre de rapports des Nations Unies, d'experts des Nations Unies, qui n'ont pas eu peur d'utiliser ce terme d'un danger génocidaire qui est actuellement et malheureusement continuellement en train de se passer dans la bande de Gaza. Et dans ce cadre-là, c'est important, après avoir passé sur une nouvelle catastrophe qui est en train de se passer, je parle de terme de catastrophe dans une traduction littérale du terme en arabe Nakba, qui n'est pas simplement un événement ponctuel, qui s'est déroulé en 1948, qui a mené à la création de l'État d'Israël, mais surtout à l'expulsion forcée de plus de 750 000 Palestiniens de leur foyer, de leurs terres, etc., qui déjà représentait à la fois un impact ou une catastrophe écologique à bien des escients, parce que les structures futures de l'État, entre guillemets, d'Israël, travaillaient déjà à expulser de leurs terres les Palestiniens et Palestiniennes durant le mandat britannique. On pourra y revenir durant la discussion. Finalement aussi inscrire cette politique d'impact environnemental de l'État d'Israël, de surtout l'armée d'occupation israélienne, sur un temps long de plus de 76 ans, pas simplement dans la bande de Gaza actuellement, qui prend les aspects les plus, j'ai envie de dire, barbariques, dans sa violence, dans cette guerre génocidaire, mais également dans le quotidien des Palestiniens et Palestiniennes, notamment dans la Cisjordanie occupée, etc. Pour finalement, et je pense que ce sera le point essentiel que j'ai véritablement envie de mettre en avant, parce que dans cette idée, pourquoi la question palestinienne est une question écosocialiste, le rôle particulier que joue l'État d'Israël au Moyen-Orient, et aussi de protecteur des intérêts impérialistes occidentaux, mais également que représente le Moyen-Orient dans l'économie politique mondiale, notamment la concentration des combustibles fossiles, particulièrement du pétrole, du gaz, au Moyen-Orient. Et dès lors, qu'est-ce que ça représente dans l'économie politique internationale et également, quel rôle joue Israël pour garantir les intérêts américains, ce rôle et également cette économie politique particulière. Et c'est sur là où on mettra, sur ce dernier aspect, le lien. Pourquoi la question de la libération de la Palestine est aussi une question fondamentalement écosocialiste. Donc ça, c'est un peu les grandes idées que j'ai envie d'essayer de mettre en avant durant cette présentation, parce que je sais qu'il y a
Voilà, il s'agit vraiment de comprendre cette question palestinienne dans sa diversité, j'ai envie de dire, des causes de libération, et notamment la question écosocialiste. Donc voilà un peu le résumé de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et j'espère que ça amènera une discussion riche, parce que après, dans la discussion, il ne s'agit pas qu'une personne, de nouveau, réponde à tous les questionnements. Il y a des interrogations collectives qu'on doit se poser. Quels sont les moyens pour avancer? Quelles formes d'activisme? Comment penser la libération palestinienne, mais également quelle autre alternative sociétale? Quelle autre alternative d'économie politique? Quelle autre alternative écologique, entre guillemets? Et ça, c'est collectivement, ensemble, qu'on doit en discuter, pas simplement une personne qui, d'ailleurs, n'a pas toutes les solutions aux problèmes de ce monde, de plus en plus, d'ailleurs, cruel, productiviste, etc. Qui crée des dégâts extrêmement importants. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'écosocialisme? L'écosocialisme, bien sûr, il y a une diversité de compréhension, que ce soit par les mouvements, par des théoriciens, par des penseurs, mais c'est un mouvement qui s'est développé particulièrement dans ces dernières décennies à travers des mouvements sociaux et particulièrement des mouvements issus de l'agriculture, des paysans-paysannes, des mouvements, par exemple, particulièrement en Amérique du Sud, mais aussi dans les populations indigènes, etc., et qui a été de plus en plus pensé. C'est d'essayer de faire la combinaison, j'ai envie de dire, des pensées historiquement marxisantes, mais dans une vision écologique, c'est-à-dire aussi se débarrasser au sein de certaines formes de marxisme qui a pu exister, ou certains États qui ont pu se revendiquer d'une forme de socialisme ou de marxisme, de ces aspects les plus productivistes, c'est-à-dire problématiques dans la gestion de l'environnement, de la nature. C'est aussi l'idée de l'écosocialisme d'un nouvel équilibre avec la nature, un nouvel équilibre dans lequel il n'y a pas une domination sans borne, une domination également qui ne prend pas en considération la nature. C'est aussi de mettre, et dans quels aspects aussi socialistes, c'est la fin de cette idée de la production sans limite, des biens de consommation, de la nature, etc. Donc c'est aussi une idée que cette société ne devrait pas être dirigée par le profit uniquement. Le profit qui dirige toute notre société jusqu'à aujourd'hui. Okay? Et c'est un peu parfois, quand vous entendez les analystes, les journaux financiers, parler de croissance, c'est toujours un peu, j'ai envie de dire, Inch'Allah, il va y avoir la croissance. Inch'Allah, ça va venir. C'est un nouveau. Non, mais il y a vraiment cet esprit de, grâce à la croissance, nous pourrons avancer vers le mieux. Nous pourrons avoir une société plus juste et exacte. Non, pas du tout. À travers cette croissance, c'est plus de destruction environnementale, mais aussi, très souvent, une explosion des inégalités. Quand je regarde, par exemple, l'économie politique du Moyen-Orient, mais à travers le monde, vous avez peut-être des taux de croissance, par exemple, si on prend la décennie précédant l'explosion des processus révolutionnaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la majorité des économies de la région ont connu des taux de croissance allant entre 3 à 5, 6% en général, en moyenne, mais vous aviez une explosion des inégalités sociales, une explosion de la pauvreté, etc. De même, si vous regardez un État comme la Chine, qui est encore caractérisé par certains journaux, ou experts soi-disant comme communistes, ils n'ont pas analysé véritablement la société chinoise, ces dernières décennies, taux de croissance relativement important, qui pouvait aller presque à 10% de moyenne générale, mais explosion également des taux de pauvreté, d'accord ? Et une société de plus en plus qui dirige sa production vers l'exportation massive, etc. D'accord ? Donc, c'est l'idée de l'écosocialisme, de combiner à la fois cette idée de justice sociale et, j'ai envie de dire, de justice écologique, d'accord ? Pour aller de manière relativement courte. On pourrait rentrer dans les détails, quels sont les aspects principaux, mais deux arguments essentiels aussi par rapport à l'écosocialisme, c'est donc, voilà, de mettre fin à cette idée du mode de production dans lequel on vit, mode de production capitaliste, ultra-productiviste, etc., mais également de dire que, soi-disant, la continuation du progrès capitaliste et l'expansion de la civilisation fondée sur l'économie de marché va amener en fait directement à la destruction de notre planète. D'accord ? Cette idée de soi-disant progrès qui ne s'arrête jamais, et c'est une vision très linéaire en fait de l'histoire, qui pose problème pas simplement dans le concept écologique, comme quoi la technologie également pourra nous sauver.
la technologie est un instrument, ce n'est pas du tout une fin. Elle ne pourra pas empêcher cette course au profit, cette course à la production, etc., qui mène à des catastrophes écologiques de plus en plus présentes d'ailleurs à travers le monde. Et d'ailleurs, cette idée aussi d'écosocialisme, c'est la fin des inégalités, notamment les plus importantes entre, disons, le Nord, le Nord dans les centres d'accumulation capitaliste qui existent, et le Sud global. Okay, le Sud global, c'est aussi ça, c'est l'idée de l'écosocialisme. C'est un autre modèle de développement pour lequel tout le monde doit bénéficier des besoins élémentaires. Et on voit encore jusqu'à aujourd'hui que dans cette division du monde, les principaux pays du Sud global fournissent les matières, entre guillemets, premières, et c'est toujours les pays du globe, je mélange avec l'anglais, du Nord global, pardon, qui les raffinent, qui font une production plus avancée, etc. Dans ce cadre aussi, alors il ne faut pas schématiser, on pourra revenir dans la discussion, mais par exemple dans le Sud global, je ne prends pas en considération par exemple des États qui ont connu un certain développement économique ou qui ont assumé maintenant une certaine autonomie politique, de type par exemple Brésil en Amérique du Sud, la Turquie, les monarchies du Golfe, la Chine, etc. Ça, c'est des choses qu'on pourra revenir par la suite. Aussi, l'idée vraiment dans l'écosocialisme, comme je vous disais, ce lien entre justice sociale et justice écologique. Aujourd'hui, les 1% des plus riches dans le monde possèdent plus que les 50% de la population mondiale. Et comment faire le lien avec la question de la justice écologique ? Les 1% des plus riches émettent près de 2 fois plus de CO2 que les 50% plus pauvres. Les 10% plus riches sont responsables de plus de 50% des émissions de CO2. Au niveau des questions d'insécurité alimentaire, 1/3 des personnes dans le monde vivent en insécurité alimentaire. Okay ? C'est-à-dire plus de 3 milliards de personnes. Et dans sa grande majorité, ce sont des gens qui sont issus des pays du Sud global, comme on dit, ou de la périphérie. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre de rapports internationaux du type GIEC, etc., qui s'alarment de l'évolution de la crise climatique, de ses impacts environnementaux. Et très souvent, ces experts, je peux vous dire, sont très loin de se placer sur le prisme, entre guillemets, de la gauche radicale ou de se revendiquer de l'écosocialisme. D'accord ? Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus affirmées. Donc, le changement climatique est l'aspect sûrement le plus dangereux de la destruction écologique. Dans ce cadre-là, on est très aussi, et c'est quelque chose que je développerai dans mon dernier point, sur la question de l'économie politique et la question des combustibles fossiles, c'est jusqu'à aujourd'hui, les combustibles fossiles, particulièrement pétrole, gaz, etc., dominent les ressources énergétiques à plus de 85%, Karizam. Okay ? On est donc complètement, on entend parler d'une société post-pétrolière, on est encore très très loin. Les combustibles fossiles, gaz, pétrole, etc., c'est presque 85% du bouquet énergétique mondial. D'ailleurs, la production totale de combustibles fossiles a progressé de 63% entre 1992 et 2021. 1992, c'est quand même une date un peu symbolique parce que c'était la conférence de Rio, etc., pour déjà penser à une alternative écologique. Donc ça, c'est les premières choses sur la question de l'écosocialisme, d'accord ? Quelles idées et pourquoi je pense que l'écosocialisme est aujourd'hui une nécessité absolue. Et d'ailleurs, on pourrait développer, il y a tout un discours dans l'écosocialisme aussi sur la question du genre, sur la question du féminisme, sur la question antiraciste. Par exemple, il y a de plus en plus aussi de discours, notamment aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, qui parlent de racisme écologique, où les populations les plus paupérisées et non blanches, etc., se trouvent proches très souvent des industries très polluées, etc. C'est quelque chose qui s'est développé particulièrement ces dernières décennies aux États-Unis, mais qui traverse aussi le monde, ou bien par rapport aux populations indigènes très souvent. Donc ça, c'est tous des aspects aussi qui pourraient être développés dans la discussion, mais juste pour donner quelques aspects principaux de l'idée de l'écosocialisme. Maintenant, au niveau des guerres et des armures, donc on a parlé des guerres, par exemple, avant d'arriver à la guerre de Gaza, mais d'autres guerres ont aussi causé des drames et des catastrophes écologiques. Si on prend simplement la guerre impérialiste russe contre l'Ukraine, qui a commencé en février 2022, mais déjà à partir de 2014, il y avait l'occupation de parties entières du territoire ukrainien. Et d'ailleurs, il y a une histoire longue, que ce soit sous l'Empire tsariste ou même sur l'URSS, particulièrement de Staline et de ses successeurs,
d'un refus de l'autodétermination, en tout cas du peuple ukrainien et de sa diversité, etc. Dans le cadre de cette guerre, on a pu voir par exemple l'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, par les troupes russes, qui a causé des inondations meurtrières et massives. Il y a plus de dizaines de localités qui ont été complètement détruites et des catastrophes écologiques très importantes. Selon certaines statistiques, le conflit avait généré à la fin 2023 plus de 150 millions de tonnes de CO2, principalement dues aux carburants et aux incendies. Près de 30% des zones forestières de l'Ukraine et environ 1/5 de ses parcs naturels ont été touchés par la guerre. Donc ça, c'était simplement fin 2023. Donc pour vous rendre compte de ces impacts très importants, sans parler des destructions de pans entiers de l'agriculture en Ukraine. De même, si on parle des armées, les armées partout dans le monde sont des énormes pollueurs et ont des impacts écologiques très importants. Et dans ce cadre-là, encore une fois, les États-Unis jouent un rôle primordial comme leader, entre guillemets, impérialiste du monde, la plus grande puissance impérialiste mondiale et la plus grande armée. Juste pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir que les États-Unis disposent de 750 bases militaires extraterritoriales réparties sur environ 80 pays. 750 bases extraterritoriales réparties sur environ 80 pays. Il faut savoir que l'impact environnemental au milieu des années 2000 de l'armée américaine, sa consommation annuelle de pétrole était dépassée celle du Bangladesh. Donc, pour savoir, Bangladesh, c'est une population aujourd'hui de 250 millions d'habitants. D'accord ? Une étude aussi réalisée dans les années 90, et c'était pendant la courte parenthèse de baisse des dépenses militaires américaines, montre que le ministère de la Défense a généré 500 000 tonnes de déchets toxiques par an, soit plus que les 5 plus grandes entreprises états-uniennes de chimie réunies. Et selon des estimations, les forces armées des principales puissances ont été les premiers émetteurs au monde de déchets dangereux. Donc, par la suite, aussi, il y a eu un redéveloppement des impacts écologiques créé par, de nouveau, une augmentation du budget militaire américain. Il faut savoir qu'il dépassait, au début des années 2020-2021, plus de 800 milliards de dollars. D'accord ? À la place que cet argent soit mis pour une véritable transition écologique, il est mis dans les armées, il est mis dans créer des nouvelles guerres, des destructions, des déplacements de population et maintenir une hégémonie mondiale, entre guillemets, encore, qui est encore relativement présente, même s'il y a un affaiblissement relatif de la puissance américaine dans le monde. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui n'est pas mis dans la transition écologique, qui n'est pas mis pour remettre en cause les catastrophes qu'on est en train de voir. Maintenant, j'arrive à la guerre à Gaza. La guerre à Gaza, donc, c'est encore de montrer que, comme nous, et je l'ai dit en introduction, c'est important, nous, on n'inscrit pas simplement dans notre cause justement de faire des exceptions par rapport à la Palestine. Non, notre combat, il est internationaliste, il s'inscrit au niveau de la planète entière avec tous les peuples opprimés. Mais dans le cadre de cette guerre génocidaire à Gaza, on voit une catastrophe tout d'abord humaine. Il faut savoir qu'on arrive à je crois qu'on dépasse les 40 000 morts aujourd'hui, et ça, c'est des premières estimations. Une destruction des infrastructures civiles énorme de Gaza qui dépasse maintenant les 20 milliards de dollars, avec plus de 70% des logements détruits, plus de la moitié de Gaza est complètement détruite. Mais aussi, ça a des conséquences sur, bien sûr, l'environnement. Aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, il y a quelques jours en tout cas, il y a un rapport qui est sorti des Nations Unies, ou en tout cas d'une agence environnementale des Nations Unies, qui parle que la guerre génocidaire contre Gaza a provoqué une pollution sans précédent du sol, de l'eau, de l'air dans la région, en détruisant les systèmes d'assainissement et en laissant des tonnes de débris d'engins explosifs. Il faut savoir qu'au niveau des déchets de l'armée israélienne, on dépasse les 39 millions de tonnes de débris, de déchets, sur la bande de Gaza. Ça fait à peu près, pour chaque mètre carré de la bande de Gaza, elle est désormais jonchée de plus de 107 kg de débris. Cela représente plus de 5 fois les débris générés lors de la bataille de Mossoul en Irak en 2017. Vous savez, quand les armées américaines, avec l'appui sur le sol des forces kurdes et irakiennes, se sont débarrassées de Daesh dans la ville de Mossoul, mais avec un coût humain absolument énorme. Comme d'ailleurs lors de l'opération pour la ville de Raqqa pour se débarrasser de Daesh, le soi-disant État islamique. À partir de fin janvier,
il faut savoir que la guerre israélienne génocidaire contre Gaza avait déjà généré 281 000 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça, c'était en janvier 2024. Donc, il faut savoir aussi qu'à cause de la destruction des systèmes d'approvisionnement en eau, assainissement et d'hygiène, plus de 130 000 mètres cubes d'eau usée seraient déversés chaque jour dans la mer Méditerranée. Il faut savoir que déjà avant la guerre génocidaire, plus de 95% de l'eau à Gaza n'était pas consommable, très souvent. Okay, et il y a un empêchement qui est continu de la part de l'État d'Israël, qui date d'avant d'ailleurs la guerre génocidaire, d'empêcher notamment les eaux qui viendraient de Hébron, etc., vers Wadi Razé, etc., la vallée donc, de Razé, etc. Donc, aussi, les petites tentatives pour donner des alternatives énergétiques à Gaza, notamment les panneaux solaires qui dépassaient les plus de 12 000 dans leur nombre, ont été dans leur grande majorité détruites par l'armée d'occupation israélienne. Sans parler au niveau de l'agriculture palestinienne, dont c'était une des ressources principales pour la bande de Gaza, du fait il faut savoir, pour rappel, la bande de Gaza est soumise à un blocus mortifère depuis 2005 et qui a été renforcé à partir de 2007. Donc avant l'élection du Hamas, qui a été utilisée en partie comme excuse, mais après avec ce qu'on appelle la fitna, la division entre Hamas et Fatah en 2007, mais le blocus a commencé à partir de 2005, a été renforcé en 2007. Il faut savoir que chaque, caisse de nourriture qui rentrait était calculée pour juste permettre aux Palestiniens de survivre dans la bande de Gaza. Donc un blocus, il faut se replacer dans ce contexte. Donc l'agriculture palestinienne joue un rôle relativement important pour subvenir aux besoins des Palestiniens et Palestiniens à Gaza. Il faut savoir qu'à peu près, ils ont eu une baisse, alors maximum, il y a plus de 40%, on dit, des terres palestiniennes qui ont été détruites, c'est terres agricoles. Donc, et ces statistiques dépassent les 60 à 70% dans tout ce qui est dans le nord de la bande de Gaza. Juste pour la petite histoire, la bande de Gaza est le terme ou le territoire tel qu'il existe aujourd'hui est le résultat également de la création de l'État d'Israël. La bande de Gaza n'était pas un territoire en soi. Son territoire était beaucoup plus grand, avait des liens avec les territoires avoisinants, etc. Donc c'est presque une invention historique, la bande de Gaza, quand vous parlez, qui date d'après 1948, qui n'avait pas de réalité démographique, culturelle, etc., ou sociale, économique, avant l'occupation israélienne. Il faut savoir que, énormément les objectifs de l'armée d'occupation israélienne, encore une fois, s'inscrivent dans la nature de l'État d'Israël comme apartheid, mais surtout comme colonie de peuplement. C'est-à-dire dans une perspective de colonie de peuplement, et j'y reviendrai, c'est important aussi dans la perspective de l'économie politique, qui est de remplacer la population indigène historique de Palestine. D'accord ? Et dans ce cadre-là, la guerre, actuelle, comme je vous ai dit, c'est une continuation de 1948, et ses aspects les plus barbariques, en fait. C'est véritablement une nouvelle Nakba qu'on est en train de vivre. De même qu'un des objectifs dans la destruction de l'agriculture palestinienne, la destruction des infrastructures, c'est de rendre Gaza invivable. Invivable et d'empêcher les Palestiniens et Palestiniennes de revenir. D'accord ? De même, pour ceux et celles qui restent des Palestiniens et Palestiniennes, c'est de rendre la bande de Gaza complètement dépendant de l'aide étrangère. D'accord ? Ça, c'est aussi un aspect très important qu'il faut comprendre. En plus de l'élimination, c'est de rendre la bande de Gaza impossible à vivre, complètement dépendante de l'aide étrangère. Donc, des soutiens étrangers et donc d'un certain nombre de pressions politiques sûrement à venir, sans parler des catastrophes humaines, etc. Donc, c'est important de comprendre cet objectif aussi de l'État d'Israël sur l'impact du climat et de l'agriculture palestinienne, de la vie palestinienne de manière générale par rapport à cette guerre. Mais comme je vous le disais, cela s'inscrit depuis, entre guillemets, plus de 76 ans d'occupation, de la création de l'État d'Israël dans sa politique d'apartheid, de colonisation, etc., de changer le paysage palestinien, de changer la nature palestinienne. Ça a été fait notamment en poussant dehors les Palestiniens de leurs terres, mais aussi, et ça c'était un ancien Premier ministre israélien qui ne cessait de le répéter,
Et c'est lui qui a en partie, avec d'autres ministres israéliens, développé cette idée du dédéveloppement pour les territoires occupés palestiniens. C'est empêcher toute production autonome, qu'elle soit agricole ou manufacturière, industrielle, aux Palestiniens et Palestiniennes. Et dans ce cadre-là, c'était notamment de virer les paysans palestiniens de leurs terres, qu'ils étaient absents ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc de les virer, de l'empêcher toute production agricole qui permettrait de subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, aussi, les marchés de consommation palestinienne ont été inondés de produits israéliens, qui étaient, étaient produits avec, disons, une certaine... ils n'avaient pas de concurrence avec les produits palestiniens où les coûts de production étaient beaucoup plus élevés. D'accord ? Ils avaient une échelle de production beaucoup plus large, etc. Dans ce cadre-là, donc, il y a eu tout un certain nombre d'atteintes à l'environnement, mais aussi qui est causé par la présence de colonies israéliennes qui n'ont cessé de se développer. Aujourd'hui, vous avez plus de 700 000 colons dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ces colonies sont généralement placées en haut des collines, les déchets déversés sur les Palestiniens et Palestiniennes. De même que l'instrumentalisation d'ailleurs, ce n'est pas simplement une instrumentalisation, il y a une loi qui a été décrétée par les autorités d'occupation israéliennes que l'utilisation de l'eau des nappes phréatiques est exclusivement faite par l'État d'Israël. Donc ça veut dire toute utilisation de l'eau des nappes phréatiques par les Palestiniens doit avoir l'approbation de l'État d'Israël. D'accord ? Et de même qu'il y a eu des puits qui ont été empêchés de fonctionner par l'État d'Israël, etc., etc. Donc un impact sur la santé, de même que l'armée d'occupation israélienne a utilisé un certain nombre du territoire israélien pour faire leurs entraînements, déverser également leurs propres déchets, et qui impacte de nouveau la nature palestinienne, les nappes phréatiques, avec des impacts sur la santé des Palestiniens et Palestiniennes. Donc vous avez tout le complexe militaro-industriel israélien, par ses actions, par son expansion, par son occupation, aussi a une cause directe sur l'impact environnemental, qui a une cause directe également sur la vie des Palestiniens, d'accord ? Et des Palestiniens, sans parler des meurtres quotidiens, d'accord ? Des assassinats quotidiens. Il faut savoir que depuis la guerre génocidaire israélienne depuis octobre, il y a plus de 500 à 600 Palestiniens qui ont été assassinés par l'armée d'occupation israélienne ou par les colons présents dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. D'ailleurs, ils ont été grandement aidés ou légitimés par le gouvernement israélien. Ces ministres d'extrême droite n'ont pas hésité à faire une politique de distribution de pistolets, de fusils, d'armes, en fait, aux colons, soi-disant pour se défendre. D'accord ? Donc, c'est des choses à prendre en considération dans cette perspective et les liens qu'on peut être faits entre les questions d'occupation, de colonisation et d'impact écologique qui a aussi un impact, qu'il soit direct ou indirect, sur la vie des Palestiniens et Palestiniennes. Donc comprendre cela, ça nous amène maintenant à mon deuxième point, peut-être le point le plus principal, sur la question de l'économie politique. L'économie politique dans laquelle on monte, l'économie politique du monde dans lequel on vit, le rôle de l'État d'Israël comme avant-garde de l'impérialisme occidental dans la région, et cela depuis un certain nombre de décennies, avec différents acteurs, et de son rôle de colonie de peuplement aussi, qui joue un rôle aussi important pour comprendre ces politiques. Donc tout d'abord, la particularité qu'on ne peut pas nier du Moyen-Orient, comme je vous l'ai dit, c'est la concentration des combustibles fossiles, des productions. On dit que les réserves à peu près connues dépassent les 40% au niveau mondial. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit, on n'est pas du tout dans une économie post-pétrolière, au contraire. D'ailleurs, assez ironiquement, lorsque la guerre d'invasion russe de l'Ukraine a commencé, à la place pour un certain nombre de pays européens d'aller chercher du pétrole en Russie, parce qu'ils violaient des droits humains, ce qui peut être une mesure tout à fait légitime, sont allés en chercher davantage en Arabie Saoudite. Là, il y a peut-être une contradiction, vu que c'est un pays qui quand même viole quotidiennement les droits humains chez lui, et sans parler de sa guerre aussi absolument horrible qu'il a pu mener contre le Yémen. Donc voilà, et c'est de montrer qu'on aurait pu avoir peut-être dans les pays européens pensé à une transition écologique à la place d'aller chercher une nouvelle consommation par rapport au pétrole. Ben voilà, maintenant on est dans une situation, arrêtons d'aller chercher du pétrole
en plus à des pays qui ne respectent pas les droits humains, pensons à la transition écologique. Non, pas du tout. Mais c'est encore comprendre la place centrale que joue le pétrole, le combustible fossile, le gaz, etc., dans le monde dans lequel on vit, comme je vous l'ai dit en introduction. Et dans ce cadre-là, il y a deux éléments très importants pour comprendre la place du Moyen-Orient et Israël et la question de l'économie politique, la production des combustibles fossiles. C'est tout d'abord, les combustibles fossiles sont devenus la première source énergétique de consommation après la Deuxième Guerre mondiale. Il a remplacé le charbon. Il est venu aux États-Unis à partir des années 50 et en Europe à partir des années 60. Okay, on a des explosions de consommation, notamment du pétrole venant du Moyen-Orient et à très bas prix. Vous n'auriez pas pu avoir ce qu'on appelle les 30 glorieuses dans la majorité des pays d'Europe occidentale sans un pétrole à bas prix, d'accord, qui a permis une croissance relativement importante, reproduction, etc., des forces productives, des industries, etc. D'ailleurs, pour vous donner quelques statistiques, le pétrole représentait moins de 28% de la consommation totale de combustibles fossiles en 1950 pour les pays riches représentés au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique. À la fin des années 60, il en détenait la majorité. Okay, donc c'est ce que les scientifiques ont parlé, ont décrit les années 50-60, cette explosion de la consommation pétrolière, de remplacement de sources énergétiques comme le charbon, etc., de la grande accélération, c'est-à-dire une expansion massive et continue de la consommation de combustibles fossiles qui a commencé au milieu du XXe siècle et qui a conduit inexorablement à la situation d'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui. La deuxième caractéristique très importante après cette transition vers le pétrole, et encore une fois, ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que le pétrole qui est produit au Moyen-Orient est relativement il n'y a pas un coût de production très élevé. Il est facile d'extraction, etc. D'ailleurs, aussi, il y avait la question, le Moyen-Orient était relativement proche de l'Europe, d'accord ? Donc, tous ces aspects ont fait que ça revenait moins cher de se consommer du pétrole, etc., par rapport à la production de charbon et autres. Donc, aussi, voilà cet aspect particulier très important du Moyen-Orient. Donc, dans la production de l'énergie mondiale, de cette économie politique qui se construisait autour du pétrole. Le deuxième aspect très important, c'est bien sûr l'émergence des États-Unis comme première puissance mondiale après la Deuxième Guerre mondiale, du fait que, voilà, baisse de puissance de la Grande-Bretagne, de la France, résultat de la Deuxième Guerre mondiale, baisse d'influence aussi au niveau, à cause du processus de décolonisation, des mouvements de libération nationale, etc. Il y a une baisse d'importance et les États-Unis deviennent l'acteur le plus important et vont de plus en plus s'intéresser au pétrole moyen-oriental. Et cela avait commencé à partir des années 20-30 par rapport à l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, les 6 des plus grandes majors pétrolières, 6 des 7 plus grandes majors pétrolières mondiales étaient américaines. D'accord ? Les États-Unis, à partir des années 60, c'est 42 des plus grandes entreprises mondiales sur 50. D'accord ? C'est plus... les États-Unis aussi détenaient plus de 60% de la production manufacturière mondiale. Donc, tout cela va faire que, de plus en plus, la question du pétrole va devenir primordiale. Et on veut empêcher, à ce moment-là, c'est aussi, il faut se replacer dans la guerre froide, tout changement de pouvoir qui permettrait un changement d'économie politique, un changement de pouvoir par rapport aux deux questions qu'on a parlé. Tout d'abord, une économie politique centrée sur le développement des combustibles fossiles, le pétrole, etc. Et le fait que les États-Unis deviennent la principale puissance mondiale. Et dès lors, on veut protéger les principaux centres de production de combustibles fossiles, qui se trouvent particulièrement dans les monarchies du Golfe, mais aussi en Irak et en Iran. Et donc, les États-Unis vont jouer un rôle primordial dans le développement des États, des monarchies du Golfe, et une alliance avec eux. Il faut savoir que les deux piliers qui vont se trouver au niveau du Moyen-Orient dans l'alliance jusqu'à aujourd'hui sont les monarchies du Golfe et Israël. Et Israël, dans ce cadre, quel rôle il joue comme colonie de peuplement ? Tout d'abord, il faut rappeler que le rôle d'Israël, c'était particulièrement en faveur de l'impérialisme britannique. Ce sera le cas, on va dire, jusqu'en 67. D'accord ? C'est l'impérialisme britannique qui, tout d'abord, a soutenu le mouvement sioniste, puis ensuite l'État d'Israël. Mais il faut savoir aussi, pour la petite histoire, en 1948, les principales puissances mondiales, des États-Unis à la France
et à l'URSS de Staline ont soutenu la création de l'État d'Israël, d'accord, pour des considérations complètement différentes. Okay. Les Occidentaux, c'est d'avoir un appui pour l'impérialisme occidental, et l'URSS de Staline pensait que, vu qu'un certain nombre du leadership du mouvement sioniste qu'on appelait travaillistes, qui sont à la base de la création de l'État d'Israël, qui venaient en grande majorité d'Europe orientale, avaient un discours, on va dire, socialisant, pourrait être capté dans une alliance de l'URSS contre les monarchies pro-occidentales du Moyen-Orient. Et dans ce cadre-là, surtout après 67, c'est là où la guerre de 67 va jouer un rôle primordial dans l'histoire de la région. 67, Israël, c'est la guerre des 6 jours. Israël conquiert l'entièreté de ce qu'on appelle la Palestine historique. En 48, ils ont pris le contrôle de 79% de la Palestine historique. 67, c'est l'entièreté. Et en plus, ils prennent le contrôle du Golan syrien et du Sinaï égyptien. Okay, le Sinaï égyptien sera rendu en 80 à la suite d'un accord de paix entre l'Égypte et Israël, parrainé par les États-Unis. Et c'est là où l'Égypte va devenir aussi un pion, entre guillemets, de l'impérialisme américain. Il faut savoir que l'Égypte, aujourd'hui, est le deuxième récipient de l'aide américaine dans le monde, après l'État d'Israël, qui reçoit en moyenne depuis 67 4 milliards de dollars d'aide. Pourquoi il va devenir si important, l'État d'Israël? Parce qu'il a montré en 67, il s'est attaqué à 2 régimes qui étaient considérés comme, entre guillemets, les plus menaçants, ou en tout cas défiant l'hégémonie américaine dans la région. La Syrie, du Baas radical de Salah Jdid, et l'Égypte de Nasser, qui était considérée comme une figure du tiers-mondisme, etc. Et en montrant cette capacité de défier des acteurs qui eux-mêmes remettent en cause l'hégémonie américaine, ils vont se dire, les États-Unis, ça c'est un acteur qui peut nous être utile. D'ailleurs, parce qu'au niveau des années 50, 60, encore un peu au début des années 70, mais moins, il y a tous des mouvements qui se développent, que ce soit de gauche, ouvriers, dans les monarchies du Golfe, et qui demandent pas simplement un changement de régime, mais également la nationalisation du pétrole, qui va devenir de plus en plus un mot d'ordre depuis les années 50. Ça a commencé en Iran, avec Mossadegh, mais ça va se développer. Et par différents moyens, il va y avoir une nationalisation progressive, okay, même par des États du pétrole, même par des États qui étaient alliés aux États-Unis. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une pression, une mobilisation par en bas qui ne cessait, okay, qui ne cessait, ce qui ne va pas empêcher les États-Unis et un certain nombre de puissances occidentales ou de compagnies pétrolières occidentales d'avoir un contrôle de manière différente, à travers notamment raffineries, etc., du pétrole. Mais la question qui a toujours été fondamentale pour les États-Unis, c'est le contrôle de la distribution du pétrole. Okay, le contrôle de la distribution du pétrole. Et c'est pour ça que dans les années 70, vous avez la mise en place de ce qu'on appelle les forces d'intervention rapide sous la présidence de Carter, pour agir rapidement au Moyen-Orient pour empêcher tout soulèvement ou problème qui empêcherait que le commerce mondial fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé à fin 2023 par rapport au Yémen. Pourquoi il y a eu intervention états-unienne tout de suite? Parce que le mouvement des Houthis armés, qu'on peut avoir un aspect critique d'ailleurs sur certains de ces aspects autoritaires et autres, à la place de commencer à viser directement l'État d'Israël, ont commencé à viser des cargos pétroliers liés à l'État d'Israël, mais ça remettait en cause le commerce mondial. Okay, donc il y a plus de 10% qui passent par le détroit d'Ormuz, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté une question primordiale. Il faut savoir que selon les périodes, il y a entre 30 000 à 60 000 militaires états-uniens dans le Grand Moyen-Orient. D'accord? Mais pour revenir à l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël, après les années 67, va jouer ce rôle un peu de chien de garde, comme on appelait, de l'impérialisme occidental. Et ce rôle va prendre un aspect plus important, après surtout aussi la chute des autres gendarmes, entre guillemets, impérialistes occidentaux. Particulièrement la chute du Shah d'Iran en 79, et on peut avoir tout à fait, encore une fois, des aspects critiques de la République islamique d'Iran sur sa question des femmes, autoritarisme, etc., mais est sorti de l'orbite de l'impérialisme américain, ne servait plus comme gendarme des États-Unis. Pour vous donner un exemple concret, il faut savoir que le sultanat d'Oman a connu ce qu'on appelait la révolution du Dhofar dans les années 60. C'était une révolution menée en particulier par des groupes marxisants qui demandaient une indépendance, redistribution des justices sociales. Le sultan d'Oman avait failli
tombé et c'est une intervention iranienne qui a empêché sa chute. Il restera ensuite 4 décennies au pouvoir. D'accord ? 4 décennies. Et Israël va pouvoir intervenir dans différents pays de la région pour remettre en cause en fait ces mouvements, qu'ils soient progressistes, socialisants, etc., comme gendarmes aussi. Et c'est très important de comprendre ça pour comprendre qu'aujourd'hui, pourquoi ces monarchies du Golfe aussi ont un rôle important, de pouvoir toujours rester là, etc. C'est aussi grâce à cette alliance avec, bien sûr, l'impérialisme américain, mais ces relations, que ce soit sous la table ou au-dessus de la table, entre guillemets, avec l'État d'Israël, qui d'ailleurs se sont renforcées à partir des années 90. À partir des années 90, c'est, entre guillemets, comme disait Francis Fukuyama, un historien conservateur américain, la fin de l'histoire, mais c'était surtout poussé à la normalisation de l'État d'Israël par rapport au Moyen-Orient. D'accord ? Ce qui va mener aux accords d'Oslo, etc. Mais on a surtout vu une accélération avec les accords d'Abraham en 2020, d'accord ? Qui n'ont pas été remis en cause par Biden, au contraire. Parce qu'une alliance entre l'État d'Israël et les monarchies du Golfe officielles, totale, renforcerait la consolidation de l'hégémonie américaine par rapport à la rivalité avec l'État chinois. Et là, on comprend pourquoi l'État d'Israël joue un rôle au Moyen-Orient de garant de l'hégémonie américaine, que ce soit à travers des interventions armées, il a pu le faire au Liban, il bombarde de manière continuelle la Syrie, on voit sa guerre contre les Palestiniens et Palestiniennes, qui représente jusqu'à aujourd'hui, malgré les tentatives de normalisation, malgré toutes les tentatives, particulièrement occidentales, de nier l'importance de la cause palestinienne au sein de la région, reste ultra importante pour les classes populaires régionales. Chaque fois que la question palestinienne est soulevée, ce n'est pas simplement une volonté de solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes, mais c'est aussi de critique par rapport à leurs propres régimes locaux, dans leur, que ce soit collaboration directe ou indirecte, avec différentes formes d'impérialisme, particulièrement occidentales. Et bien sûr qu'Israël a une capacité d'intervention beaucoup plus, entre guillemets, radicale et violente que d'autres États de la région, de type monarchie du Golfe, qui sont alliés avec les États occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une colonie de peuplement. Une colonie de peuplement qui agit, qui ne peut qu'agir et qui ne peut que continuer, entre guillemets, à avoir une importance tout en cherchant à toujours à servir l'impérialisme occidental. Et qui peut mener des actions armées qu'une monarchie du Golfe aurait plus de mal par rapport aux Palestiniens, etc., sans une réaction à l'interne qui serait beaucoup plus violente, beaucoup plus condamnable. Dans ce cadre-là, c'est pour ça que certains parlent d'une volonté de l'État d'Israël d'être toujours en guerre permanente, que ce soit contre les Palestiniens et Palestiniennes ou par rapport à la région. D'accord ? De montrer son utilité politique. Parce qu'il est très important de comprendre, contrairement à certains, que ce soit des historiens conservateurs de type Mearsheimer, Waltz, qui avait écrit ce fameux livre il y a une vingtaine d'années, le lobby israélien aux États-Unis, ou bien certaines théories conspirationnistes, la plupart de ces théories renversent les réalités politiques. Ce n'est pas le lobby sioniste qui contrôlerait la politique étrangère américaine, non, c'est les gouvernements états-uniens qui ont besoin de cet État d'Israël pour garantir ou en tout cas consolider son influence dans la région. Et c'est très important de voir ça. Donc, et l'utilité de colonies de peuplement dans ce cadre-là est très utile. Ce qu'a fait l'Afrique du Sud pendant des décennies par rapport à l'Afrique subsaharienne, c'était un pion de l'impérialisme occidental. D'ailleurs, beaucoup ont refusé de se joindre aux sanctions. Et pour la petite histoire, j'ai appris de mon ancien prof, il y a quelques années, vous serez surpris de savoir qu'en 1989, il y a une délégation de membres du Parti conservateur britannique, les Tories donc, qui sont rendus en Afrique du Sud, d'apartheid donc, et qu'un certain nombre de membres sont revenus en Angleterre pour dire qu'il faut arrêter les sanctions contre l'Afrique du Sud, etc., d'apartheid, il s'agit d'allier des civilisations occidentales, etc. À peu près le même discours que vous avez aujourd'hui par rapport à l'État d'Israël. Vous savez qui c'était un de ces membres, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères britannique, ancien Premier ministre britannique, David Cameron. David Cameron, donc, qui tient absolument le même discours aujourd'hui par rapport à l'État d'Israël. L'importance d'Israël, allié impérial occidental, l'avant-garde, etc. Bref, toutes les bêtises qu'on peut trouver comme d'habitude. Donc, on voit cette question du pétrole, cette question de la normalisation avec l'État d'Israël, le rôle de l'État d'Israël pour garantir, on voit qu'elle est liée aussi de quel modèle extractiviste, quel modèle
de justice sociale, de justice écologique, on vit, ok? Parce que s'il y avait eu des révolutions, par exemple, victorieuses dans les monarchies du Golfe, parce qu'il y a eu énormément de mouvements ouvriers, de gauche, d'ailleurs, il faut savoir que quelque chose on rentre un peu dans les détails, mais une partie de la raison pour laquelle les monarchies du Golfe ont commencé à faire venir des travailleurs pas issus, comme dans les années 50, 60 et auparavant, de Syrie, de Liban ou d'autres parties du Moyen-Orient, c'est parce qu'il y avait des collaborations qui se sont faites et il y a beaucoup d'idées, entre guillemets, progressistes qui ont circulé. Et à ce moment-là, ils ont dit, on va faire venir des travailleurs, particulièrement des travailleurs dans ce cas-là, par la suite des travailleuses, qui sont issus de l'Asie du Sud-Est, qui sont d'Asie ou d'Afrique subsaharienne, qui ne partagent pas la même culture et qui, ils ne parlent pas la même langue, ce sera plus difficile de faire des liens pour créer des mouvements sociaux. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait venir un certain nombre de travailleurs et travailleuses étrangers, pas issus du Moyen-Orient, pour couper les formes de solidarité. Et c'est un des, j'ai envie de dire, les défis les plus importants pour les partis de gauche dans ces pays, de créer des liens de solidarité avec les travailleurs et travailleuses étrangers. Un dernier aspect aussi qui est important de comprendre, je vais finir là-dessus, aussi dans les monarchies du Golfe, c'est qu'après les années 70 et l'explosion du prix du pétrole, ce qu'on a appelé la fin des 30 glorieuses, la crise, etc., qui n'était pas forcément due à l'explosion des prix du pétrole, mais bon, ça c'est une autre question. La majeure partie des bénéfices qui ont été faits par les monarchies du Golfe ont été en fait envoyés dans les marchés financiers états-uniens, d'accord, et qui a permis de consolider et de renforcer la domination du dollar sur les marchés financiers mondiaux, d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez énormément de ces fonds qui sont, encore une fois, qui vont dans les marchés financiers états-uniens, même si récemment, il y a une volonté de diversifier, entre guillemets, leurs réserves en monnaie étrangère, qui est aussi la conséquence d'une volonté de plus d'autonomie par rapport à l'impérialisme américain. Mais ça reste, jusqu'à aujourd'hui, leur principal allié en termes de fournitures militaires, etc. D'ailleurs, vous avez beaucoup aussi, dans cette perspective soi-disant, et encore une fois, on voit le rôle des monarchies du Golfe très important, soi-disant, ils veulent développer ce qu'on appelle le capitalisme vert, cette soi-disant production propre, etc., par les nouvelles villes, vous savez, Némon, etc. Bon, ils sont même maintenant, vous avez des COP 28, je crois que c'était, qui étaient menées, qui étaient à Dubaï, mais pas simplement, elle était faite aux Émirats arabes unis, elle était dirigée, menée par le président de la principale compagnie pétrolière de l'Émirat. Et le prochain, pour votre surprise, je ne sais pas si vous le savez, la prochaine COP aura lieu à Bakou, qui est aussi, de manière dominante, qui, entre guillemets, finance énormément de son budget ses revenus principaux sont par le pétrole. Okay, et sans parler du fait qu'ils viennent de commettre, avec l'aide de l'État d'Israël et de la Turquie, une forme de génocide dans le Haut-Karabakh. Okay. Donc, en conclusion, on a fait tout un... Alors, pour certains et certaines, peut-être c'est tout un tour large, mais c'est de comprendre le lien entre la Palestine, la question de la libération de la Palestine, que ça représenterait de remettre en cause un État qui, au-delà d'être un État d'apartheid, un État colonial et raciste, État d'apartheid d'ailleurs pas simplement caractérisé comme tel par Joseph Daher, mais par Amnesty International, B'Tselem, l'organisation israélienne au passage, autre organisation de droits humains qu'on ne pourrait pas accuser, je pense, de gauchisme, ou bien, bon, ça serait aller très loin, ça serait une définition très large, mais aussi de quel rôle il joue par rapport à l'impérialisme occidental dans la région du Moyen-Orient, mais également par rapport à l'économie politique mondiale, par son alliance avec les monarchies du Golfe, dominée encore une fois, une économie politique mondiale, encore par l'impérialisme états-unien. Donc c'est essayer de faire les liens, comment, quand on parle de la libération de la question de Palestine, et par ces liens d'économie politique, d'impérialisme, etc., on remet en cause aussi le système de production ultra-extractiviste, ultra-polluant dans lequel on vit. Et aussi pour une autre forme de justice sociale. Donc c'est pour ça, pour finir, je finirai là-dessus, c'est de comprendre pourquoi la question palestinienne, et ce n'est pas simplement un slogan, qu'on le dit, que c'est un peu une conscience pour nous tous et nous tous, c'est aussi une question de libération beaucoup plus large.
libération du mode de vie dans lequel on vit, sociétal, économique, ultra-productiviste. Et c'est pour ça qu'il s'agit également, comme conclusion, pour de vrai, une question éco-socialiste. Voilà, merci beaucoup. On prend peut-être quelques questions. Donc, la question gazière au large de Gaza, ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens disent qu'une partie de la raison de la guerre génocidaire actuelle de l'État d'Israël contre les Palestiniens de Gaza serait pour pouvoir capturer ces champs de gaz. Je n'y crois pas. L'État israélien dispose déjà en partie de ses propres réserves, mais surtout, et d'ailleurs en partie aussi, il reçoit notamment du gaz de l'État égyptien. À la suite des accords de paix, il faut savoir que, et encore une fois, c'est dans cette perspective de néolibérale, la Jordanie et l'Égypte ont des zones industrielles qualifiées, comme ils disent, qui permettent la production de produits par des capitaux conjoints israéliens, jordaniens d'un côté, israéliens, égyptiens. Déjà, il n'y a pas de droit de travail, etc., mais surtout accès préférentiel au marché états-unien. Et aussi dans le cadre du gaz qui est vendu par l'État égyptien directement à Israël. Et donc, les possibilités qui se trouveraient à Gaza, de même que dans la délimitation des frontières maritimes entre Israël et le Liban, qui par ailleurs, en petite note de bas de page, ont été acceptées également par le Hezbollah libanais, aussi ne sont pas fondamentales. Ils vont bénéficier, certes, mais ce n'est pas du tout, dans ce cadre-là, les visées de l'État d'Israël par rapport à Gaza, ni même au Liban. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que je n'ai pas parlé, je l'avais noté, c'est que les armes utilisées de destruction de l'agriculture, des infrastructures à Gaza sont en partie utilisées également au sud du Liban. Et ça depuis le début de la guerre, mais ça a été le cas aussi en 2006. Mais là, on voit très fortement une volonté de créer un no man's land. Un des objectifs de l'État d'Israël dans ses attaques continuelles et qui s'intensifient au Liban, il faut savoir que dernièrement, je crois que c'est 1 ou 2 semaines, Israël a même bombardé au nord du Liban, sans parler de la Beka, etc. Il y a une volonté de créer un no man's land au sud Liban. Un des objectifs israéliens, c'était l'application de la résolution 1701 de 2006, à la suite de la guerre israélienne contre le Liban, c'était d'empêcher toute présence du Hezbollah dans les 10 km de la frontière, d'accord ? Mais là, ils détruisent les infrastructures. Ils ont utilisé du phosphore blanc, de même qu'ils l'ont fait également à Gaza. Donc, c'est une volonté de détruire aussi. L'agriculture au sud Liban est très importante. C'est le secteur économique le plus important du sud Liban. Empêcher toute production et empêcher que les gens reviennent. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 déplacés du sud Liban vers l'intérieur du Liban. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas une volonté que ce soit israélienne, c'est visé, que ce soit par rapport au Liban ou par rapport à Gaza, ne sont pas motivés principalement et par la question du gaz, très clairement. D'ailleurs, il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas de souveraineté de l'autorité palestinienne. Ils ne peuvent pas, même les aéroports qui pouvaient avoir lieu, qui pouvaient exister à Gaza, ont été complètement détruits depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on parle de grandes prisons. Les pêcheurs palestiniens n'ont pas la capacité d'aller trop loin en mer. L'autorité palestinienne est devenue, en plus de ne pas avoir aucune souveraineté, est devenue plutôt un collaborateur pour implémenter la sécurité israélienne. Et son principal rôle aujourd'hui est cela. Et principalement, c'est pour ça qu'il continue à exister. Donc ça vient de manière plus longue. Mais il y a aussi quelque chose à ajouter, c'est les illusions qui peuvent être portées, que ce soit, je pense, par une possible autorité palestinienne ou par l'État libanais, que ces champs de gaz vont sauver leur économie respective ou vont permettre un développement. Donc il faut savoir que, par exemple, depuis la crise libanaise qui s'est déclenchée en octobre 2019, il y a plus de 70 milliards qui ont soi-disant disparu. Mais il y a 60 milliards de dettes, etc. C'est bien sûr une ingénierie financière du chef de la Banque centrale libanaise, Riyad Salamé, qui d'ailleurs dans le passé a été élu plusieurs reprises, de manière successive, meilleur banquier central des pays arabes. Voilà, il a créé une dette de 70 milliards de dollars. Dans le meilleur des cas, et beaucoup parlent maintenant au Liban, oui, avec ces découvertes du gaz, exploration du gaz,
ça va renflouer l'économie. Dans le meilleur des cas, dans les 10 prochaines années, si tout se passait le mieux, il pourrait récupérer 16 milliards de dollars. Mais au-delà de ça, c'est de nouveau retomber dans des formes de rente et de créer des économies productives sur lesquelles on se base sur l'agriculture et une économie basée encore une fois sur l'extractivisme pétrolier, etc. Et dans ce cadre-là, ça serait peut-être plus intéressant, ce qui d'ailleurs ne crée pas de richesse, qui ne crée pas une possibilité de réinvestissement dans les économies locales, etc. Prendre exemple, par exemple, sur un certain nombre pas un certain nombre, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, mais j'ai un doute maintenant, c'était l'Équateur qui a décidé de ne pas développer sa production pétrolière, etc., pour protéger sa biodiversité, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi de penser, et ça je pense c'est une idée de l'écosocialisme, et plus généralement, quel modèle futur de production, et pour rompre l'inégalité continue entre les pays du nord global et du sud global, c'est un transfert technologique qui doit avoir lieu. Une baisse de la consommation très importante dans les pays du nord, mais aussi un transfert technologique. Ça veut dire qu'il doit être fait pour permettre également tout un certain nombre d'avancées technologiques, etc., pour produire, mais en polluant moins. Ça, je pense que c'est très important aussi, que c'est des discussions qui doivent avoir lieu. Et je pense que si on doit penser à un avenir éco-socialiste, c'est des questions qu'il faut de plus en plus apporter. Donc même l'idée que l'autorité palestinienne ou le futur État palestinien pourrait voir le jour et après quelle forme il prendra, d'ailleurs, entre guillemets, ce n'est pas du tout d'actualité pour la classe politique israélienne dans sa grande majorité. C'est un discours qui est maintenant remis vers l'avant, notamment dans les pays européens, pour dire qu'ils ont une solution par rapport après la guerre génocidaire. Comment ça va se mettre en place, etc. Ils ne pourront pas vous l'expliquer. Parce que l'énorme majorité de la classe politique israélienne refuse les deux États. D'ailleurs, même les accords d'Oslo sont un grand mythe, parce que la déclaration de principe des accords d'Oslo ne reconnaît à aucun moment un État palestinien. Il reconnaît simplement la légitimité de l'Organisation de libération de Palestine comme représentant légitime des Palestiniens et Palestiniennes. C'était une discussion qui devait avoir lieu plus tard, comme le droit au retour, comme plein d'autres discussions. Donc voilà, voilà pour les deux réponses. Rebondir en fait sur la question de l'écosocialisme dans les pays du sud économique notamment, et de m'intéresser en fait dans la dynamique d'échanges inégaux qui peut exister à l'heure actuelle entre les pays du sud et du nord économique et du pillage littéral, que ce soit en termes de ressources naturelles, de ressources humaines, de ressources agriculturelles qu'il peut y avoir dans les pays du sud économique. Il existe aujourd'hui à l'heure actuelle un bon nombre de discours réactionnaires, d'entités nationalistes dans les pays du sud économique, dans les pays du sud économique qui justement en fait il fonctionne. Ok, c'est juste un peu moins fort. Ok, ça marche. Donc de nombreux éléments réactionnaires et nationalistes dans les pays du sud économique qui justement rejettent entièrement l'idée du principe d'écologie en lui-même. Se disent les pays du nord économique ont eu leur droit de polluer. Pourquoi ça serait à nous de sacrifier notre potentiel d'industrialisation au nom d'une catastrophe qui a été créée par nos anciens colons, dans l'immense majorité des cas. Et en fait, au-delà de simples transferts de technologie, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution pour déjà parler au prolétariat de ces pays-là, pour leur faire comprendre que la crise climatique, ça va les toucher de plein fouet, mais aussi en fait de développer des solutions en fait et peut-être une coopération internationale de longue durée entre le nord et le sud économique pour justement arriver à résoudre la crise climatique. Je vais répondre à cette question parce qu'avant... Ouais ? Non ? Non. Non, c'est une excellente question. Tu as totalement raison. C'est un débat qui a de plus en plus lieu au sud global, notamment mené en partie également par les pays du BRIC, mais pas simplement, plus globalement. Donc les BRIC, les pays du type Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Sur initialement souvent une petite bourgeoisie nationaliste qui s'est développée en bourgeoisie et de plus en plus, entre guillemets, qui est intrinsèquement liée au marché financier, mais alternatif
ou parfois dedans. Marché, par exemple, si on regarde le cas de l'Inde, beaucoup plus intégré au marché financier états-unien, mais même, on regarde l'État chinois, dispose énormément des réserves américaines. Mais au-delà de ça, c'est quel modèle de transition? Et bien sûr, au-delà de ça, ce n'est pas simplement les pays du Sud qu'il faut essayer de convaincre pour l'écosocialisme. Si on regarde dans les pays du Nord, quand vous allez parler avec une majorité des mouvements syndicalistes, etc., si par exemple vous parlez de la fin du nucléaire, qui est devenu une option pour certains écologistes, qui se revendiquent de l'écologie, etc., ou des formes d'écologie radicale, disent que le nucléaire est une énergie propre. Je les invite à aller vivre à côté, pour la grande majorité, mais au-delà de ça, il n'y a pas de chemin court en fait. Et c'est de proposer, et c'est pour ça qu'il faut le voir dans une perspective globale et d'économie politique. C'était un peu l'objet aussi de la conférence, de faire les liens, mais c'est déjà d'avoir, je pense, une perspective globale qui va du nord au sud global, et ce qui ne se passe pas simplement par un transfert de technologie absolument nécessaire, mais un transfert de know-how. Tu parlais également de la question de la migration, qui est aujourd'hui... l'Union européenne, ce n'est pas simplement aujourd'hui, mais dans cette dernière décennie, 2 dernières décennies, s'est construite comme forteresse et d'ailleurs caractérise les zones en dehors de ça comme de jungle. C'est Borrell qui disait cela, qu'il faut protéger le petit paradis. Et sous-traite la gestion de la migration à ces pays. On a pu voir la Tunisie, l'Égypte, Turquie, Liban, etc. Donc, ça doit être, il faut vraiment le voir sur une perspective longue, donner les capacités technologiques, mais pas uniquement, les capacités sur peut-être aussi sur la capacité de développement sur un moment donné des industries qui permettent, mais encore une fois, ça doit être aussi, ils ne sont plus obligés de repasser du modèle de développement qui a eu lieu durant ces dernières décennies en Europe. Il y a des technologies beaucoup plus profs, ça part aussi à remettre en cause toute la politique des brevets. La politique des brevets qui empêche la capacité d'invention, la capacité de distribution de technologies propres, de nouvelles inventions, etc. Donc c'est un chemin très long. Et c'est aussi une question de redistribution des richesses. Une question de redistribution des richesses, dans quel cadre? C'est de dire que les inégalités explosent dans les pays du Sud, mais également dans les pays du Nord. C'est de dire, à travers cette transition, qu'on parle d'écologie, elle doit avoir aussi un aspect social. Un aspect social qui est intrinsèquement présent. Parce que si on fait, entre guillemets, des soi-disant des taxes écologiques, etc., on va servir simplement à un discours d'extrême droite, comme on a pu le voir, etc., qui va accuser l'écologie, disons, d'être des formes de bobos, etc. Et c'est pour ça que le slogan qui était fin du mois, fin du monde, même combat, prend toute une réalité. Donc il y a toute une série de mesures, les brevets, transferts technologiques, mais aussi, il y a aussi des réparations qui doivent avoir lieu. Comme tu le disais, c'est toute la question de la colonisation qui a créé une inégalité de développement et parfois empêché le développement de certaines économies nationales. Et pas simplement, ça s'est suivi dans les années 70-80 à travers les institutions monétaires internationales, à des formes d'austérité, ouverture des marchés, sans possibilité pour la majorité de la production nationale de ces pays de pouvoir faire compétition avec des États du Nord et surtout des compagnies du Nord qui ont des avantages beaucoup plus importants. Donc il y a aussi une question des prêts. On devra penser à une nouvelle politique de prêts sans intérêt, etc. Mais ça ne peut pas passer par des institutions monétaires internationales dans lesquelles domine la question du profit, domine encore jusqu'à aujourd'hui les économies entre guillemets occidentales. Mais c'est dire aussi que, on peut voir aussi dans la politique notamment de l'État chinois actuel de pousser plus en plus à la production qui sert à l'extérieur, et pas de renforcer sa consommation interne, une volonté aussi d'exporter son influence à l'étranger. Et c'est toute la question de la route de la soie, etc., qu'il faut aussi remettre en cause. Même s'il n'a pas du tout atteint les niveaux encore d'un impérialisme américain, mais quand même, qui constitue une menace pour certaines économies aussi, pas simplement parce qu'ils doivent gérer leur propre production, la question de la perspective de croissance, mais l'augmentation du chômage. Et c'est pour ça qu'ils apportent aussi leur main-d'œuvre dans chaque... etc. Donc c'est vraiment penser globalement comment on va arriver à une forme d'écosocialisme qui ne peut avoir que de solutions
au niveau international. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas qu'il ne peut pas y avoir des réformes, etc. Mais c'est vraiment de déjà penser quelle forme de transition écologique on peut penser. Il y a encore une fois, le GIEC, qui est loin d'être des révolutionnaires socialistes, etc., propose un certain nombre de mesures, et il faut penser à des mesures transitionnelles, mais qui doivent avoir lieu dans une perspective écologique, mais aussi de justice sociale. Sinon, je ne pense pas qu'on pourra avoir lieu. Et également dans une perspective internationale, comme tu le disais, parce qu'ils peuvent, et il y a une forme qui peut d'instrumentalisation qui peut être faite aussi des élites du Sud en disant, ben oui, et ils ont raison de le dire, on n'a pas pu se développer à cause de tels obstacles. Maintenant, c'est de penser la position au niveau international. Et ça, comment le réaliser ? Je pense que ça ne peut que se réaliser par des coopérations au niveau des mouvements sociaux, écologiques, des mouvements de paysans, etc. Un autre aspect dont je ne parlais pas aussi, c'est toute la question qui revient de plus en plus aussi sur la souveraineté alimentaire. C'est de remettre en cause le fait que, voilà, on produit quelque chose à l'autre bout du monde pour l'amener ici, etc. Mais au-delà de ça, la souveraineté alimentaire n'est pas dominante dans la pensée, c'est plutôt aujourd'hui ce qui domine. Et encore une fois, on voit le modèle extractiviste des monarchies du Golfe, c'est la question de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est la différence fondamentale entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire ? Sécurité alimentaire, c'est que vous avez assez concrètement le besoin alimentaire, etc., assuré par quelque moyen que ce soit. Et c'est les monarchies du Golfe ont développé de plus en plus ce qu'on a parlé de la politique de land grabbing. Ça veut dire on investit dans les pays d'Afrique subsaharienne, en Égypte, et qui a été lié aussi à la libéralisation économique, etc., la possibilité d'acheter des terres. On achetait des terres, grosse production. Toute cette production, d'ailleurs, les paysans sont mis dehors ou transformés en prolétariat, sous-prolétariat, etc. Et on importe ces produits dans nos pays. Et donc, on a une sécurité alimentaire. Alors que la souveraineté alimentaire, c'est prendre en considération ces différentes dynamiques à l'intérieur d'un pays, tout en assurant. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas on n'est pas anti-mondialiste, on est alter-mondialiste. La possibilité, je pense, qu'il y ait des échanges va toujours exister. Mais nous, on ne parle pas simplement des échanges de capitaux ou produits, on parle d'humains aussi. Il n'y a pas de frontières, etc. dans cette perspective, mais c'est d'assurer les meilleurs moyens d'une production qui est locale d'abord, qui ne cherche pas à produire massivement, comme on pourrait parler de l'agro-industrie, la viande, etc., pour aller aux quatre coins du monde. C'est une production d'abord qui est dans un circuit local, qui sert en premier lieu les besoins fondamentaux des populations, des classes populaires locales, etc. Mais qui n'empêche pas des échanges. Et aussi qui prend en considération la justice sociale, etc. Donc c'est différents exemples pour montrer que c'est un chemin qui est long. Il y a eu des exemples quand même de collaboration. On a pu voir parfois Mouvement Sans Terre au Brésil qui a pu essayer de faire des choses. Alors difficilement, il y a eu des attaques très difficiles. Mais c'est de penser, voilà, quelle forme de collaboration pour penser une autre forme d'économie. Mais cela passera, il faut le dire, je pense, assez crûment par des formes de changement, que ce soit un modèle économique, mais aussi des classes gouvernantes qui dirigent actuellement. Et encore une fois, il n'y a pas de raccourci. Il ne s'agit pas de dire que demain, les choses vont changer. Non, il s'agit d'un long chemin. Donc pensez comme ça. C'est comme ça que je répondrai. Et à travers l'histoire aussi, ce qu'on a pu voir, c'est que l'incapacité, entre guillemets, beaucoup de ces mouvements tiers-mondistes qui ont pu, dans les années 60, 70, représenter à un moment donné une alternative, et qui l'ont représenté à un moment une alternative, par des formes de production et surtout de systèmes autoritaires, et voilà, ont subi des défaites, ont subi des défis par en bas, etc., sont progressivement, pour une grande partie, rentrés ou font partie maintenant de l'économie internationale et leur dynamique. L'Égypte étant un des exemples les plus patents, mais on pourrait parler du Vietnam de plus en plus, etc., d'autres exemples. Merci. J'ai une question peut-être un peu vague, mais du coup vous avez pendant une heure expliqué pourquoi est-ce que la question de la libération palestinienne est aussi une question éco-socialiste. Aujourd'hui, si on regarde par exemple en France, les différents partis qui ont un peu de pouvoir, donc de l'extrême droite jusqu'à la gauche modérée, la question palestinienne, en réalité, on a trouvé ça un peu un faux débat, parce qu'il y a l'extrême droite qui est sioniste à fond, on a la gauche qui a des positions un peu respectables, mais qui en fait appelle juste à un deux États, qui, comme vous l'avez dit, est un peu une fausse solution, parce que bon, elle est un peu utopique, et en fait, elle ne mènera pas grand-chose.
En fait, du coup, ma question c'est, est-ce qu'on peut vraiment compter sur la classe politique occidentale pour avoir un changement de mentalité, que la question palestinienne soit vue comme une question éco-socialiste, parce qu'apparemment la libération humaine, ça ne les importe pas, mais au moins une question éco-socialiste, ou est-ce qu'il faut plutôt se tourner vers des gouvernements du sud global, ou ce genre de choses, ou même des mouvements non gouvernementaux éco-socialistes plutôt? Bon, ça dépend comment tu définis tout d'abord classe politique occidentale. Si tu veux, ce terme est parfois, même moi je l'ai utilisé, je ne pense pas la meilleure chose pour définir les choses, mais si tu veux parler des classes gouvernantes et les possibles alternatives qu'on peut se trouver, qui se trouvent dans le social-libéralisme, aujourd'hui, non, ils n'ont pas du tout une perspective de libération palestinienne. Et encore une fois, je pense qu'il faut particulièrement en Europe occidentale, mais en Europe plus généralement, et également par rapport aux États-Unis, le comprendre jusqu'à aujourd'hui, parce qu'Israël joue un rôle primordial dans la consolidation de l'influence américaine et dès lors occidentale, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout par rapport à peut-être un sentiment, je parle des classes gouvernantes, d'un sentiment encore de culpabilité par rapport à la Shoah, etc., qui est un événement absolument terrible, mais pour lequel ils utilisent ils instrumentalisent la question. D'accord ? La question, c'est des questions géopolitiques, impériales, etc. Israël servant ce rôle. Après, au niveau des gauches, et c'est ce que je parlais, le social-libéralisme, non. Il y a une histoire en plus de communauté, entre guillemets, historique, entre une grande partie de la Deuxième Internationale, qui aujourd'hui compose le social-libéralisme, le Parti socialiste traditionnel, etc., et le Parti sioniste travailliste, qui est à la base de la création de l'État d'Israël. Nous l'oublions jamais, aussi ça c'est quelque chose de très important. Quand les gens se focalisent sur la critique du gouvernement israélien actuel, le plus à droite, et ils le disent à chaque élection législative, le plus à droite de l'histoire d'Israël. Bien sûr qu'il faut critiquer avec la présence de ministres se revendiquant de formes de fascisme, qui sont extrêmement violents, etc. Bien sûr qu'ils critiquent, mais l'opposition représentée par la dite démocrate ou centre-droit, ou même la gauche sioniste israélienne, ne remet pas du tout en cause la fondation de l'État d'Israël comme apartheid, occupant et colonial. Ok ? Ça, c'est quelque chose Et dans les manifestations qui ont pu avoir lieu ces 2 dernières décennies, les dernières, là, par rapport au gouvernement Netanyahou, seul le drapeau israélien avait droit, et les Palestiniens qui critiquaient, ou Israéliens qui critiquaient d'ailleurs l'occupation, étaient mis dehors. D'accord ? Et donc, il y a un lien historique. Il ne faut pas oublier entre ce social-libéralisme, etc. On peut voir les politiques, ça peut être, alors je ne sais pas si on peut encore le classer dans le social-libéralisme, mais il venait du Labour Party, Tony Blair. On voit actuellement l'actuel chef du Labour Party a des positions quasi similaires sur la question palestinienne que le gouvernement des Tories, François Hollande, etc. Et aux États-Unis, bon, ce n'est pas un parti social-libéral, c'est un parti de droite, le Parti démocrate, mais il y a aussi ce lien qui est très important. Donc, chez eux, non. Mais dire qu'il y a différentes gauches, c'est aussi dire qu'il y a une gauche qui a émergé, dans laquelle la question palestinienne s'est ancrée et dans laquelle elle devient de plus en plus importante, avec des contradictions. Mais la base, par exemple, si on prend, et moi j'ai des critiques auparavant que j'avais faites par rapport à la France insoumise, etc. Et on peut en parler sur le manque de démocratie interne, sur des politiques, par exemple, de Mélenchon qui est très français nationaliste, la grandeur de la France, etc. C'est des choses que j'aime pas du tout. Mais c'est indéniable qu'aujourd'hui, la position qu'il a prise par rapport à la question palestinienne touche tout un certain nombre du pans de la population française, y compris issus des anciennes colonies françaises, etc., et qui marque un tournant dans l'histoire de la cause palestinienne. Parce que c'est le travail de décennies de gens sur cette question, et qui prend une autre ampleur. Simplement de dire, pas parler de terrorisme, etc., de parler des droits des Palestiniens et Palestiniennes, ça crée un... Et c'est pour ça toutes les attaques. De même chose que Mélenchon est traité d'antisémite, comme Corbyn était traité d'antisémite. Pourquoi ? Parce qu'il défend la question palestinienne. Et il y a une volonté de mélanger sionisme et antisémitisme. Mais ça, il faut le comprendre encore une fois, pas dans un soi-disant philosémitisme des élites dirigeantes occidentales, pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, il y a une histoire derrière ça. J'ai déjà dit, vous avez pu l'entendre peut-être, mais Balfour était un des ministres lors de la déclaration de Balfour au début du XXe siècle qui a mis en place des politiques antisémites, notamment en empêchant les Juifs fuyant les pogroms, les massacres, etc., d'arriver en Angleterre.
il y avait mis en place des lois, etc. Et d'ailleurs, le seul ministre du gouvernement, parce que aussi Balfour était un évangélique, donc n'aidant pas, ça renforce l'antisémitisme, les Juifs devant partir là-bas. Le seul ministre qui s'était opposé à l'époque, c'était Montaigu, je crois, qui était un ministre de confession juive. Il a dit, moi je suis un assimilationniste, je suis un Britannique de confession juive, mais mon pays c'est la Grande-Bretagne. Je ferme cette parenthèse pour dire, il y a quelque chose qui a émergé partout. Et s'il y a un espoir, c'est vous, entre guillemets, c'est vous qui allez apporter cet espoir par rapport à la question palestinienne. Et comment la lier, et c'est ce qu'on a pu voir aussi à travers l'occupation dans différents... C'est aussi la rencontre de personnes qui ont peut-être des intérêts politiques ou un investissement politique dans des causes différentes. Mais vous êtes tous retrouvés et toutes retrouvées sur la question palestinienne. Pourquoi ? Parce que c'est une question fondamentale de lutte contre toute forme d'oppression. Et là, ça peut créer des nouvelles choses qui sont intéressantes, mais ça a besoin de construction, ça a besoin de développement. Mais pour moi, s'il doit y avoir un espoir, c'est dans les mouvements étudiantins, c'est les mouvements qui se développent à travers les étudiants, mais plus généralement dans la société. Et ça, c'est indéniable aussi de dire, par rapport qu'on regarde les États-Unis, principal soutien d'Israël, le mouvement étudiantin, le mouvement au sein de la société, les liens qui ont été faits avec Black Lives Matter, etc., font émerger des choses qui sont intéressantes. Et c'est là que se situe l'espoir, plutôt que dans les élites dirigeantes occidentales. Donc ce sera ma première réponse par rapport aux élites dirigeantes occidentales, et que bien sûr, que ce n'est pas suffisant la position de LFI, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Entre guillemets, j'ai envie de te dire, je m'en fous de la position des Mélenchon, de la direction. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à la base. Et ce qui est à la base, c'est des gens qui s'investissent pour beaucoup dans la question palestinienne, qui ont fait des liens avec la question antiraciste, etc., écologique, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est pour moi intéressant de travailler. Donc ça, c'est la première réponse. Sur les gouvernements du Sud, moi je pense qu'il faut faire une différence fondamentale entre classe populaire, du Sud global et leur gouvernement. Les gouvernements du Sud global, dans leur grande majorité, peuvent avoir, alors même pas dans la grande majorité, un certain nombre d'entre eux peuvent avoir un discours de sympathie envers les Palestiniens et Palestiniennes. Certains peuvent avoir vécu, par exemple, de même que l'Afrique du Sud, une forme d'apartheid, etc. Et bien sûr qu'on salue la position prise par l'Afrique du Sud par rapport à la Cour internationale de justice, etc. Mais aucune illusion doit être faite sur la majorité de ces gouvernements qui oppriment leur propre population et qui ne vont pas aller engager dans des politiques de libération des Palestiniens et Palestiniennes. Ça, je pense, ça doit être très clair. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans les gouvernements. Et si tu regardes, je pense que tu connais très bien aussi, dans la majeure partie des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui se revendiquent d'une certaine arabité, etc., ça c'est un autre débat, encore une fois, qu'on ait une seule population arabe, même avec des collaborations, avec des idées de même religion, etc., il n'y en a aucun qui a cassé ces relations, alors qui ont des relations avec l'État d'Israël. Au contraire, les Émirats arabes unis ont joué un rôle pour amener des besoins alimentaires, etc., de l'aide, etc. Donc voilà, et ils ont, pour un certain nombre, si tu prends par exemple le régime syrien, qui malgré une rhétorique pro-palestinienne, a du sang sur les mains palestiniens depuis plusieurs décennies, etc., etc. Donc je pense que malheureusement, on est dans une période où même et là, je pense qu'il y a un problème parfois de perception, c'est que des gens perçoivent des gouvernements qui peuvent être issus du tiers-mondisme, du mouvement du tiers-mondisme, l'Algérie, l'Afrique du Sud, ou les mouvements qui étaient à leur tête, qui sont toujours en partie au pouvoir, ou dans d'autres régions du monde, comme s'ils n'avaient pas changé depuis les années 60-70. Ce n'est pas du tout le cas. C'est souvent déjà des bourgeoisies qui sont de plus en plus intégrées, encore une fois, aux dynamiques différentes impérialistes ou au marché mondial. Toutes, sans exception quasiment. La différence, alors qui n'est pas totalement intégrée, et encore, il y a deux pays dans le monde qui ne sont pas complètement intégrés, mais ils subissent les méfaits. C'est d'un côté la Corée du Nord, je ne pense pas que c'est un modèle à suivre, au niveau autoritaire, etc., et Cuba. Cuba, malgré qu'il y a aussi une ouverture économique qui est due pour différentes raisons, chute de l'URSS aussi, etc., mais qui aussi n'est pas forcément, dans tout un certain nombre de politiques, un modèle à suivre, je pense, notamment sur des choses. Mais voilà, la majorité du monde dans lequel on vit
les bourgeoisies, entre guillemets, comme on appelait à l'époque, si on doit prendre le terme de Samir Amin, je ne pense pas que c'est le meilleur terme, parce que bourgeoisie nationale a créé des illusions, en faisant comme quoi il y aurait une bourgeoisie nationale, pas forcément, qui pourrait s'allier avec le mouvement ouvrier dans un développement. Bon, ça s'est trouvé très problématique et pas forcément juste. Fait qu'aujourd'hui, voilà, les gouvernements du Sud sont majoritairement dirigés par ces bourgeoisies, intégrées en partie au marché international, aux dynamiques impérialistes internationales, qui jouent sur différents impérialismes et qui, malgré peut-être une rhétorique pro-palestinienne, n'ont pas allé chercher un rôle dans la libération de la Palestine. Et ça, c'est une différence, je pense, par rapport aux années 60. Donc c'est comme ça que oui, soutien des classes populaires, ils ont un intérêt, dans le livre en partie, je l'explique, il y a un lien intrinsèque entre la libération des Palestiniens et Palestiniennes et des classes populaires régionales du Moyen-Orient d'Afrique du Nord. Parce qu'aujourd'hui, les monarchies du Golfe ou les États arabes, dans leur grande majorité, jouent aussi un rôle d'obstacle à la libération des Palestiniens et Palestiniennes. Si on regarde le rôle de la Jordanie, elle réprime de plus en plus des manifestants, des militants, militantes, empêche des manifestations qui rêvent à l'État d'Israël, ouvert la Palestine occupée, ouvert l'ambassade israélienne tout simplement en Jordanie. Même chose en Jordanie, ils ont une peur de la question palestinienne, etc., etc. Et ne remettent pas en cause leur relation avec l'État d'Israël. Et encore une fois, la Palestine, quand les gens crient pour la Palestine, généralement, ça se développe en une critique de leur propre régime. Et donc, ça fait peur. La question palestinienne fait peur. Et c'est pour ça qu'aussi, on voit moins, entre guillemets, de manifestations au-delà du système autoritaire dans la majorité des pays du Moyen-Orient d'Afrique du Nord. On en voit moins parce que, voilà, il y a cette volonté de répression, etc. Donc, voilà comment je répondrai. Merci beaucoup. C'était trop cool. Moi, j'ai une question, oui, qui a un peu un lien aussi avec justement les mouvements écologistes ici en Europe. Moi, à la base, je me suis formé dans les mouvements écolos. Et un truc que qui m'a frappé ces derniers mois, c'est justement à quel point est-ce que d'anciens camarades ont mis du temps à pouvoir se reconnaître dans la défense du peuple palestinien, et comment il y a toujours un train de retard d'une certaine partie de la gauche. Comment ? Moi, j'aurais du coup peut-être une piste de réflexion, c'est parce que je pense que fondamentalement, les mouvements écologistes en Europe défendent une certaine vision de l'écologie qui est bien propre à l'Europe et à la culture blanche européenne. Et donc, il est impossible d'imaginer vraiment que ça soit transformé fondamentalement. Mais du coup, il y a un point en particulier que je pense, justement, je ne sais pas ce que tu en penses, je voulais savoir justement, c'est la question de la terre. C'est un facteur qui est important pour certains mouvements justement émancipateurs des pays du Sud global, je pense surtout à l'Amérique latine. Et il y a certains milieux de l'écologie ici en Europe qui commencent aussi à thématiser cette question, même ici, je pense du coup au soulèvement de la terre en France par exemple, qui parle des méga-bassines et tout, le fait de se réapproprier au peuple la terre pour éviter son exploitation, etc. À quel point est-ce que ça peut être un enjeu pour aussi imaginer une écologie réellement décoloniale et que les mouvements écologistes ici en Europe commencent à prendre conscience de l'importance le fait de récupérer la terre de son peuple. Oui, merci pour les questions. Et comme les autres, elles sont très intéressantes. Et encore une fois, même si j'ai donné de longues explications, je n'ai pas forcément donné toutes les solutions. Et ça, c'est les solutions, bien sûr, à construire ensemble, parce que encore une fois, c'est un chemin long. C'est des questions qui traversent, je pense, nous toutes et tous, et qui sont difficiles. Donc ça, c'était juste pour revenir, parce que encore vous remercier toutes et tous pour vos questions et de rester encore jusqu'à maintenant. Pour revenir sur la question du kibbutz, entre guillemets, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent que dans les années 60-70. Tout d'abord parce qu'il y a un changement d'économie politique de l'État d'Israël. À partir des années 80, l'État d'Israël, et encore une fois, ce ne sera pas le seul exemple dans ce cadre-là, sous le Parti travailliste, a mis en place des politiques de plus en plus néolibérales. Et la structure historique syndicale du Israël, qui est à la base, en grande partie, de la fondation, qui a joué un grand rôle, on va dire, dans la fondation de l'État d'Israël, et cette idée de slogan, et je l'ai déjà dit pour un certain nombre d'entre vous qui
qui m'ont écouté auparavant. Mais la différence principale entre l'État d'Israël en tant que colonie de peuplement et d'autres colonies de peuplement de type Algérie, l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a eu un débat au sein du mouvement sioniste, savoir quel modèle de colonie de peuplement on veut être. Au début, Théodore Herzl, c'est un bourgeois. Okay, il veut encourager les investissements privés. Son modèle, c'est l'Algérie, grand propriétaire terrien qui exploite, donc des colons qui exploitent la main-d'œuvre locale. Et le mouvement sioniste travailliste, qui sera à la base de l'État israélien, va dire non, ça ne va pas marcher. Et si surtout on veut faire amener beaucoup plus de personnes de confession juive, etc., il faut leur garantir du boulot, etc. Voilà. Et c'est là que va émerger le slogan le travail juif. Et le slogan avec ces trois mots, terre juive, production juive et travailleurs juifs. Et donc le premier kibbutz, en fait, au début du XXe siècle, qui va se développer sur le fait que c'est une économie autonome juive où expulser, éliminer le travailleur palestinien. D'accord ? Et ce mythe du kibbutz avec l'auto-organisation, etc., va aller jusqu'au début des années 60, je dirais. Il ne faut pas oublier, pour une partie de la gauche européenne, après la Deuxième Guerre mondiale, donc là, il y a vraiment la question de la Shoah qui joue un rôle, le génocide, les massacres de millions de personnes juives, en plus de tziganes et d'autres. Et pour eux, ils perçoivent de loin, pour une grande partie de la gauche européenne, le petit Israël contre tous ces grands États arabes, etc. C'est un peu un mythe, hein, même en 1948, disons. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Mais c'est vraiment après 1967 où les gens commencent à se poser des questions. Mais comment ce petit État, quand même, a réussi à défaire toutes ces armées, ceux qui ont lancé la guerre? Et d'ailleurs, même ça, ce n'était pas très bien connu. Je parlais avec un vieux camarade. Il m'a dit, dans les journaux suisses, c'était la plupart, Israël se défend et conquiert des territoires. Il me dit, déjà, je trouve qu'il y a un truc bizarre, mais bon. Il m'a dit, mais nous, on ne savait pas que c'était Israël qui avait attaqué. On avait été appelé par un truc de solidarité pour l'État d'Israël. Et là, de plus en plus, les gens qui venaient dans cette perspective, comme tu dis, d'auto-organisation, etc., de gauche, vont découvrir une autre société, concrètement. Et là, c'est là aussi, après 1967, où la gauche radicale va vraiment développer une action de solidarité, je dirais, de plus en plus massive, aussi avec des populations issues des pays arabes, etc., une solidarité avec la Palestine. Donc l'idée du kibbutz va perdre en importance au sein de la gauche et aussi dans la réalité de l'économie politique israélienne. Je crois qu'il n'y a plus de kibbutz d'ailleurs, où il reste quelques... Et aussi, ce qu'il faut se rappeler, bon, c'est devenu une économie très néolibérale, hein, l'État d'israélien, pas oublier, donc, et affaiblissement des secteurs sociaux, et le parti travailliste n'a quasiment plus d'existence politique, ou très petit. Un autre aspect, c'est qu'on parle un peu moins, mais c'est que la plupart des kibbutz aussi étaient posés comme aspect militaire, c'était des avant-gardes militaires. D'ailleurs, le lieu ou les régions où eut lieu l'attaque du Hamas après le 7 octobre étaient majoritairement des anciens kibbutz, mais qui avaient comme rôle d'avant-garde militaire, contre des possibles incursions palestiniennes déjà à l'époque. Donc, ça existe moins, j'ai envie de te dire. Mais c'est plutôt l'aspect qui existe toujours, c'est le mythe d'Israël comme seule démocratie du Moyen-Orient, l'idée qui reste un peu présente, même au sein, je dirais, de la gauche sociale-libérale, cette idée raciste, d'une avant-garde, entre guillemets, européenne ou en tout cas occidentale, dans leur combat, surtout avec la montée de l'islamophobie, le racisme, etc., ces dernières décennies. Donc, de premiers piliers, d'ailleurs, Netanyahou, et ça c'est une continuité historique, Herzl le disait, on sera l'avant-garde occidentale face à la barbarie orientale. Netanyahou, à plusieurs reprises, si vous regardez aussi son discours sur LSI avec l'ancien présentateur suisse Darius Robin, qui ne l'a pas trouvé bien de peut-être le remettre en cause sur 2-3 de ses déclarations, mais pas une surprise venant de lui. Il parle de l'alliance judéo-chrétienne. Si vous connaissez l'histoire européenne, franchement, l'alliance judéo-européenne, c'est judéo-chrétienne, moyen, mais contre la barbarie islamique, vous voyez. Donc, et aussi l'idée, on se bat contre Daesh, Hamas, Daesh, c'est la même chose.
Donc ça existe dans cette perspective, ok, mais pas dans le truc kibbutz, etc. D'ailleurs, même pour le social-libéralisme, qui sont adoptés au néolibéralisme, voilà, bon, des trucs auto-organisés, c'est en fait, c'est péché presque pour eux. Donc, c'est pas bien, disons. Donc voilà, pour répondre à ta question. Pour la deuxième, elle est complexe parce qu'il y a, oui, tu as totalement raison, mais bon, comme dans tout, il y a un travail à faire en fait. Il y a un travail à faire et je pense qu'il faut faire une différence sur pas mal de choses. Oui, la gauche, les gauches, même les gauches radicales, les mouvements féministes, les mouvements écologistes en Europe sont nés dans une société européenne. Certes, sont nés dans une société européenne et donc avec parfois, pas parfois, des a priori ou bien des dynamiques sociales, politiques, racistes. C'est indéniable. Mais ces choses aussi ont été remises en cause, je pense. Et c'est quelque chose aussi de voir les avancées. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des divisions au sein des mouvements féministes. Le TSR aime bien mettre là-dessus. Oui, ils ont parlé de la Palestine, c'est horrible, et tout, ça divise. Comme ce serait la seule raison. Mais oui, c'est normal qu'il y ait différentes formes de féminisme. C'est pas normal, pardon, je vais me remettre, parce que pour nous, il n'y a qu'un seul féministe, c'est celui qui est radical. Mais que ces divisions au sein des mouvements des femmes soient présentes, parce qu'il y a des questions de classe qui vont jouer. Il y a des questions par rapport au racisme, etc. Et la même chose qu'il y aura dans les mouvements écologiques. C'est des questions à apprendre. Et de même qu'il y a un mouvement écologique dans une perspective de classe qui croit au capitalisme vert, et c'est aujourd'hui le Parti des Verts, c'est fini les pastèques. Alors pas les steaks palestiniennes. Hein. On disait les pastèques, c'était pour certains députés des Verts issus de la gauche, qui étaient rouges à l'intérieur et verts vers l'extérieur. Ça, c'est quasiment fini. Okay, ça n'existe quasiment plus. Mais il y a eu des choses qui ont été apprises, je pense. Donc moi, je dis, dans ma perspective, c'est de dire avec ceux et celles qui ont une perspective, disons, d'un capitalisme vert, qui va très souvent s'allier avec une perspective raciste, pas forcément des plus progressistes, sur la question des femmes ou de manière très superficielle, etc. Bon, ça, il n'y a pas nécessairement nécessité de discuter avec ces gens-là, parce que de toute façon, on ne va pas se retrouver dans les mêmes cercles. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher un débat, que si on va se retrouver sur une cause commune, on ne peut pas discuter, mais c'est plutôt d'apprendre ceux et celles qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont prêts à... Et ça, je pense, ça existe très fortement. Et la diversité, entre guillemets, du mouvement d'occupation, du mouvement étudiant, le montre. Il y a des gens, encore une fois, qui viennent de différents horizons, de backgrounds politiques, qui ont aussi appris à travers des expériences. Moi, je vais donner un exemple personnel, et qui n'est pas forcément par rapport au cadre européen, qui permet de replacer aussi des choses dans un contexte plus global. Moi, avant 2011, je commençais... j'étais aussi, parce que je suis d'origine syrienne, j'étais aussi dans des mouvements d'opposition de gauche, mais la question kurde était pour moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était, et souvent, en plus venant d'un background plutôt parental, disons, on va dire, plus proche des nationalistes arabes, les Kurdes, c'était toujours ceux voilà, qui... Mais pourquoi vous parlez de ça? Vous soyez juste des Syriens, puis c'est bon, on n'en parle plus, etc. Mais à travers la mobilisation en Syrie, la découverte, l'échange, ben, j'ai appris, oui, il y a une question nationale kurde, que les Kurdes ont été discriminés dans l'état post-colonial syrien par un nationalisme arabe oppressif. On parlait, juste pour vous donner un exemple, on parlait des Kurdes en Syrie comme des sionistes. Les sionistes, pour dire qu'ils étaient un élément étranger de leur société. Dans les années 50, 60, il y a eu une politique également de remplacement de populations kurdes par des populations arabes. On peut parler de presque de colonisation, de développement inégal, etc. Mais ça, je l'ai appris par ma mobilisation au sein du mouvement de mobilisation syrien. Mais voilà, j'ai appris. Et je pense que la plus grande capacité qu'ont les gens aujourd'hui, c'est d'accepter qu'ils doivent apprendre. Qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et que s'il y a la capacité pour des mouvements au sein écologiques, féministes, etc., en Europe, d'apprendre des autres formes de lutte, mais c'est un truc qu'on pourrait dire partout dans le monde. Moi, c'est quelque chose que je poussais beaucoup par rapport au Moyen-Orient, qu'on apprenne des luttes aussi des voisins et voisines pour justement accumuler des expériences, pour essayer d'aller de l'avant. La différence principale que je dirais, c'est le poids historique
des centres d'accumulation impérialistes et capitalistes mondiaux que sont l'Europe et les États-Unis. Et qui font que, voilà, ils ont l'impression, ou en tout cas, les États, gouvernants, donnent l'impression qu'ils ont toujours été à la tête de tout. Ce qui est une erreur, même historiquement, etc. Et qui peut être reproduit, même par des mouvements sociaux. Et il ne faut pas, encore une fois, on n'est pas isolé des dynamiques sociales dans lesquelles on vit, qu'elles soient sexistes, qu'elles soient racistes, qu'elles soient classistes, des orientations sexuelles, etc. Et quand on prend en considération ça, c'est pour ça que certains mouvements vont parfois, par rapport à les orientations politiques qu'ils vont avoir, vont se diviser, ce qui est plus ou moins normal. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faire preuve, s'il y a une volonté, et je pense qu'il peut y avoir selon les cercles et tout, il faut engager le débat. Il faut débattre, faire les expériences en commun, et espérons qu'on avance ensemble. Et pour engager aussi, pour apprendre, voilà, cette lutte, cette question d'oppression, cette question philosophique, ou etc., pour essayer de construire. Et je pense que c'est là aussi pourquoi la question palestinienne fait si peur aux gouvernants partout, c'est parce qu'elle rassemble tout secteur de la population qui veulent un autre modèle de vie, vraiment. Ça peut être éco-socialiste, au niveau féministe, au niveau des classes, une question du niveau capitaliste. Et pour beaucoup, je pense que c'est avant l'occupation, je ne sais pas, ou avant le mouvement étudiant, je ne sais pas si vous étiez mélangés, etc., vous étiez chacun dans votre lutte, etc. Et quand ça met ensemble cela, ça fait peur aux gouvernants. Et c'est pour ça qu'il y a une répression aussi terrible sur la question palestinienne. Encore une fois, la question palestinienne, ce n'est pas simplement, entre guillemets, bien sûr, c'est ce qu'on veut de tout notre cœur, déjà la fin de la guerre génocidaire, etc., mais c'est une question de libération plus globale, et c'est pour ça que j'ai essayé d'amener aussi la question éco-socialiste. Mais ça fait peur de voir, pour les gouvernants, des personnes se mettre à travailler ensemble, à se mobiliser ensemble, et qui ne traduit pas simplement une question de libération de Palestine, mais un autre modèle de société, d'alternative politique. Et ça, c'est seulement possible si on fait des expériences en commun. Donc, moi, mon conseil sur ça, c'est d'essayer de faire des expériences en commun. Parfois, on va se tromper. Et on apprendra de ses erreurs. Mais il faut et pas priver la parole de ces échanges, etc., qu'on doit avoir. Mais c'est encore une fois, comme les autres questions, je pense que il y a besoin de temps. Même si on peut penser qu'on n'a pas forcément toujours le temps, mais il faut travailler de manière quotidienne à renforcer tout cela et à prendre en considération ces différentes questions. Donc voilà comment je répondrai. C'est encore une fois une longue réponse. Et pas forcément des solutions claires, mais c'est comme ça que je dirais. Une approche ouverte, non sectaire, mais jamais en remettant en cause nos principes. Je suis même pas sûre que c'est vraiment une question ou plus une remarque un peu globale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du colonialisme et que du coup, dans le domaine socio-écologique, il y a un peu ce côté où le rendement, la productivité a un peu détruit tout ce qui est agriculture. On peut le voir justement en Amérique, au niveau des indigènes. De là-bas, c'était plutôt des communautés agricoles et maintenant on est passé à un modèle impérialisme. Et là, on voit aussi de nouveau la même chose. Là, les Palestiniens, c'est plutôt des communautés agricoles avec des terres d'arbres d'oliviers, etc. Et là aussi, on part dans une destruction plus de rendement, etc. Et j'ai l'impression que même dans les communautés africaines et autres, on a un peu ce désir de devenir des mouvements impérialistes pour pouvoir submerger l'Amérique. Mais au final, on va juste retomber sur le même système économique. Pour moi, l'exemple, c'est le Maroc. On voit que le Maroc essaye d'augmenter son économie et tout, mais là aussi, on a de nouveau des explosions de l'injustice sociale à ce niveau-là, et on voit aussi un peu comme c'est un espèce de rempart de c'est un espèce de rempart de l'immigration africaine plus du sud envers l'Europe. Il y a un peu ce côté aussi toute la migration, le racisme aussi énorme, parce que là on parle de la cause palestinienne maintenant parce que c'est devenu tellement gros, tellement énorme que c'est plus cachable,
Mais il y a encore tellement d'autres, les Soudans par exemple, le Congo, là aussi on n'en parle presque pas parce qu'il y a encore tout ce truc de ah mais c'est une population noire, on s'en fiche un peu quoi. C'est un peu quand même ce prisme très européen, en mode c'est eux les supérieurs et c'est que leurs problèmes à eux qui posent problème et pas l'inverse quoi. Du coup je sais pas s'il y a déjà des modèles d'économie qui ont fonctionné, qui ont pu avoir une croissance, mais sans l'explosion d'inégalité de justice. Parce que même, vous avez parlé à un moment de transfert de technologie, mais j'ai l'impression qu'on le voit que dans un seul prisme. Le transfert écologique plutôt européen envers les Africains, alors que de base, moi j'ai vu un peu des trucs au niveau architecture. En vérité, il y a des architectures en Afrique ou au Moyen-Orient qui étaient hyper avancées, qui avaient des capacités de refroidissement très basiques et très écologiques, et on ne les voit plus parce qu'on préfère la climatisation, alors qu'en vrai, en Afrique, il y avait déjà des modèles d'architecture qui permettent de baisser la température dans un foyer qui demandaient presque rien. Et du coup, peut-être que le transfert écologique, en fait, technologique, doit plutôt se faire dans le sens inverse, j'ai l'impression. Non, ta question est intéressante, réflexion est intéressante. Et tout d'abord, la volonté de devenir une économie capitaliste, je ne pense pas que c'est forcément une volonté des populations. Tout d'abord, c'est parce qu'ils vivent dans un monde aujourd'hui qui est de manière dominante constitué de dynamiques capitalistes. Et dès lors, c'est la recherche du profit. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il peut y avoir une solution dans un seul pays, etc., qui fait abstraction des dynamiques capitalistes dans lesquelles on vit. Et une des raisons pour lesquelles l'URSS a mis fin, c'est parce qu'elle vivait dans cet environnement capitaliste qui recherche le profit, la question des échanges. Et puis même, l'URSS n'était pas du tout un modèle écologique, c'était un modèle ultra-productiviste, non démocratique. On en reparle après. Qui était extrêmement basé aussi sur l'extractivisme, etc. Et puis une exploitation aussi des pays avoisinants, notamment de l'Europe de l'Est. Mais au-delà de ça, donc l'URSS, ce n'était pas un modèle, etc. Mais ce que tu parles, donc, il y a plusieurs aspects. Ce qui se passe par rapport à la guerre israélienne génocidaire Palestine, tu as fait la comparaison avec l'Amérique. Déjà, c'est deux colonies de peuplement dans lesquelles il n'y avait pas une volonté, il y avait une volonté d'élimination des populations indigènes. D'ailleurs, le commerce esclavagiste a commencé majoritairement après la destruction quasi complète des populations indigènes. Donc là, c'est même pas c'est un modèle extra meurtrier, extraviste, etc. Et une élimination des populations indigènes, d'accord ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël n'est pas dépendant de la main-d'œuvre palestinienne. C'est la différence avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, des territoires occupés palestiniens, il y a environ 100 000 à 120 000, 150 000 maximum travailleurs palestiniens, majoritairement dans le secteur de la construction et un petit peu agricole, qui viennent des territoires occupés. Et là, ils ont des problèmes parce que les permis ont été arrêtés. Donc, l'association des businessmen de la construction israélienne disent importons de la main-d'œuvre étrangère ou bien redonner des permis. D'accord ? Et même au sein des Palestiniens de 48, donc citoyens d'Israël, ils ne sont pas dans les secteurs essentiels, ou en tout cas les secteurs prioritaires de l'économie israélienne. Okay ? Ça, c'est une différence très importante par rapport à d'autres. Sur l'échange technologique, ce que tu parles, toi, c'est plutôt des échanges d'expériences, de modèles de vie, de gestion, agricole différents. Et ça, c'est très important et on peut être appris. Mais au niveau des modèles technologiques de pointe, il y a un gouffre. Et pas parce qu'une civilisation serait supérieure à une autre, tout simplement à cause des dynamiques impérialistes, capitalistes, etc. Qu'il faut un certain nombre d'investissements. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois une compétition qui ne cesse d'accélérer, notamment sur tout ce qui est technologie par rapport aux États-Unis et la Chine, sur les micros et tout, qui te montre que c'est une question essentielle pour l'avenir. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur de dire que une avancée technologique, c'est le résultat d'un développement inégal et combiné. C'est le résultat du colonialisme, du développement capitaliste différent. Okay ? Ça, c'est indéniable. Mais après, d'apprendre des moyens, et d'ailleurs une diversification des moyens
de production agricole dans une perspective écologique, oui, là, il y a à apprendre de partout, des différents modèles de production, etc. Ça, de toutes les régions du monde, il y a des échanges à faire et à apprendre, etc. D'ailleurs, quand tu parles de... Et c'est tout le problème aussi du développement dans lequel on est, c'est que ce que tu parlais, par exemple, des constructions qui étaient faites pour s'adapter aux températures. Bon, déjà, un problème, c'est à cause de la crise climatique, tu as des sécheresses qui explosent, des différences de température extrêmement importantes. Aujourd'hui, si tu regardes le sud de l'Irak, par exemple, connaît des explosions de température à plus de 50 degrés, des problèmes extrêmement importants. Et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, etc. Mais au-delà de ça, c'est le développement urbain, des villes de masse, bidonvilles qui se construisent au-dessus pour avoir une main-d'œuvre à bas marché, peu chère, pour les exploiter dans les nouvelles industries qui se développent, etc. Donc c'est tout le modèle qui est à revoir, tu vois ce que je veux dire, au niveau de l'architecture, etc. Et que, encore une fois, pour revenir à la question essentielle, les autres veulent devenir comme, si tu veux, comme tu as dit, le Maroc veut devenir. Non, c'est le modèle dans lequel on vit pousse à ce mode de production. Et dès lors, il faut changer ce mode de production. Parce que les élites qui gouvernent, encore une fois, et c'était en partie une réponse au gouvernement du Sud, ces élites, par exemple au Maroc, qui d'ailleurs a de très bonnes relations avec l'État d'Israël, et qui a d'ailleurs, la normalisation s'est faite en partie à travers la question sahraoui. Hein, voilà. Donc là-dessus, ils n'ont pas une volonté de changer le modèle basé sur la question du profit. Non, ils veulent accumuler des profits aussi pour appuyer leur puissance, accumuler du profit, etc., et leur mode de vie. Et les populations paysannes, etc., sont obligées, pas parce qu'elles le veulent, mais elles sont obligées, sans les capacités de créer une alternative, à vivre dans ce modèle capitaliste, où c'est la question du profit qui dicte la vie des gens. Et c'est ça le problème fondamental. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut penser plus comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de créer une alternative, mais qui se passe par des mobilisations par en bas, qui peuvent se faire par des victoires transitionnelles, etc. Mais vraiment réfléchir à un autre modèle qui prend en considération à la fois les modèles écologiques et de justice sociale, pour une redistribution des richesses, pour un autre mode, encore une fois, de production qui peut se développer également au Maroc, de agro-industrie, qui profite en gros à des propriétaires terriens très larges ou à des investisseurs étrangers. Okay, avec toutes les conséquences que ça a, environnementales, sociales, qui poussent les gens en dehors de leurs terres, et très souvent, qui ont comme seule option la migration, ou bien être dans les grandes villes. Et ça, on peut le voir à travers le monde. Hein. Encore une fois, la question de, si tu regardes beaucoup les land grabbing des grosses compagnies du Golfe et d'autres compagnies mondiales, tu pousses les paysans en dehors de leurs terres, s'ils refusent de devenir une partie du sous-prolétariat, ils doivent quitter pour aller en ville, ou bien pour l'étranger. Et c'est tout ça qui est problématique, tu vois. Donc c'est vraiment repenser de manière globale. Je ne sais pas si ça répond en partie à ta question. Ouais, peut-être juste, en fait, il y a aussi une partie où je me demande s'il n'y a pas meilleur temps de presque abandonner la microtechnologie pour redevenir un peu un truc plus basique et plus normatif, en fait. Parce que même la microtechnologie, en soi, ça prend le cobalt, ça prend plein de choses. Du coup, au final, si on l'agrandit encore plus dans le domaine africain, entre guillemets, si en plus on incorpore dans d'autres continents et autres, est-ce que ça ne va pas agrandir encore le problème et avoir encore plus de surexploitation et encore plus détruire la planète d'une certaine manière? Alors, je ne pense pas que la question soit forcément dans la question technologique. Bien sûr qu'il faut remettre en cause des modèles extractivistes miniers, etc., mais c'est aussi les biens de consommation qu'on consomme ont des durées de vie limitées à 1 ou 2 ans. Ça, c'est fait exclusivement pour renflouer... Voilà. Mais au-delà de ça, il faut voir plutôt la question technologique, et que ce soit comme un moyen et pas comme une fin. Et le problème, c'est que, de même que ceux et celles qui pensent qu'on peut tout régler au niveau de la justice climatique à travers la technologie, c'est faux. Mais de la même manière, je ne pense pas qu'il faut en fait que les technologies servent. Et encore une fois, les technologies qui sont inventées, le problème, c'est qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais ça dépend de l'instrumentalisation qui va être faite. Et le modèle, encore une fois, dominant dans lequel on vit, est capitaliste. Donc ces technologies doivent servir à la question du profit. Et très souvent, donc, c'est négatif. Voilà.
Peut-être, je vous propose d'arrêter, on fait un truc, un moment informel et tout, on peut continuer à discuter, ça vous va? Parce qu'on a fait déjà 2 heures, ça fait beaucoup là, hein.